Tout à l'heure, je me disais, c'est pas possible. J'espère qu'on va reparler. Mais, ok, cool. Vas-y, je t'en prie. Hello, bonjour à tous. Du coup, merci Guillaume d'être venu aujourd'hui. On est Merci pour l'invite. Très content que tu sois là. On va voir si les gens se connectent. Mais je pense Ouais, qu'il y a je pas pense de- que ça va prendre un peu de temps, mais on démarre, de toute façon. Ok, On voit. parfait. Ouais. Bon, on te laisse te présenter au cas où certaines personnes ne savent pas encore qui tu es. Ouais, je m'appelle Guillaume. Du coup, je suis fondateur d'une boîte qui s'appelle l'Empire. Donc, on construit différents logiciels, dont le plus connu, je pense, c'est Lemlist, une plateforme d'automatisation de la prospection que j'ai lancée en 2018. Aujourd'hui, du coup, on a des dizaines de milliers de clients, essentiellement basés aux États-Unis, mais on est présent dans 100 pays. Et on va faire, je pense qu'on terminera l'année à 25 millions de revenus récurrents annuels, tout en étant bootstrappé, donc sans avoir levé de fonds, et très rentable. Super inspirant. Alors, C'est il y a déjà plein de une choses. très belle intro. Trop bien. Ouais, Trop, trop. déjà, ouais, revenu récurrent, c'est un bon point. En plus, c'est pas seulement revenu, donc ça c'est top. L'avantage des SaaS du software, quoi. Ouais. Mais moi-même, j'ai utilisé la liste pour Coco Kombucha, donc super logiciel que je recommande à tous ceux qui regardent. Est-ce que tu as trouvé des clients? J'ai trouvé pas mal de clients, notamment un de mes clients qui s'appelle Greenwiz. C'est cool ça. Ouais. Justement, je me dis, il faut que je le réutilise un peu plus en ce moment. J'avais fait une petite pause, mais c'est quand même un très beau logiciel et plein de choses à faire. Je pense que quand on s'y met, et je pense que tu as dû avoir, t'as plein de clients qui ont dû avoir de belles surprises, quoi. Ouais, il y a des histoires de ouf. Franchement, au début, tu sais, genre, je faisais pas payer les gens et je faisais leur campagne de prospection. En fait, au tout départ de Lemlist, moi, j'avais testé, je voulais lever des fonds parce que tout le monde levait des fonds et que je voyais dans les échos que c'était stylé de lever des fonds et je me Bien disais, sûr, putain, quand si. tu commences, Ouais, j'ai envie d'avoir mon article de presse aussi, tu vois. Moi aussi, je veux être une star. Et puis, en fait, au fur et à mesure, je me prenais que des bâches en mode, les gens ils me disaient, bah, t'es qui, t'as fait quoi avant, on ne te connaît pas, enfin, pourquoi on investirait? Le marché, il est super concurrentiel, il y a des gros acteurs aux US qui existent depuis genre 5-6 ans, jamais tu les bougeras. Donc, c'était que des messages comme ça. Ouais, genre que des portes. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est pas grave, focus sur les clients. Et là, j'avais le meilleur truc qui me soit arrivé, c'était un mec en Australie, j'avais fait toutes ses campagnes pour lui. Parce qu'avant, en fait, j'avais une agence, donc je facturais ça. Et pour l'Emlist, j'avais décidé de ne pas le facturer. Mec super brillant, tu vois. Et je me suis dit, c'est pas grave, faut construire des relations et tout. Et le gars, genre, j'avais fait ses campagnes. Et après, genre, 3 semaines, il avait déjà signé et closé, genre, pour genre 40 000 dollars de contrat d'agence. Et en fait, il m'a dit, maintenant, j'ai enfin réussi à recruter quelqu'un, donc trop cool, on peut lancer la boîte. Et genre Trop en bien. 5 mois, en fait, il a construit tout son business autour de l'outbound et tout. Et genre le gars, il avait 4 employés, il a démissionné de son taf. Et ça, tu vois, genre c'est des histoires. C'est des belles histoires. Ouais, il y en a T'as plein vraiment comme changé la ça. vie des gens. Ouais, ça fait kiffer. Ouais. Ça me fait kiffer. Tu fais encore des campagnes? Tu veux faire du même? On a une communauté en vrai où on donne des feedbacks. Ça m'arrive des fois de le faire, genre Ok. de passer un peu de temps et de donner des Trop feedbacks. bien. Mais la team le fait en tout cas. Bien Ça, sûr. Oui, c'est je cool. vois. L'Empire, autour de l'Empire, tu as positionné une communauté depuis le début. Enfin, avant, Ouais. c'était l'Emlist, maintenant, c'est l'Empire. Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est hyper game changer, le côté communautaire? Ouais, en fait, c'est trop cool d'avoir une communauté parce que en fait, si on reprend un peu peut-être la façon dont on a grossi, au début, on n'avait pas d'argent, on a commencé la boîte avec genre 1000 balles. Donc moi, en fait, j'utilisais l'Emlist pour faire ma prospection. Les campagnes qui marchaient pas, j'en parlais pas du tout. Genre, je Bien pleurais, sûr. tu vois, je me prenais pas. Normal. Celles qui marchaient, du coup, je faisais des articles. Et après, je les partageais dans un groupe de personnes qui nous utilisaient. Ok. Et petit à petit, en fait, ce groupe a grossi et c'est devenu rapidement l'endroit où on partage genre tous les meilleurs tips et tricks, tu vois, sur la prospection. Et en fait, j'utilisais après, en fonction de la communauté, tu vois, j'utilisais tous leurs insights pour me dire, bah, en fait, la façon dont ils le font, ça leur prend, genre, je sais pas, des heures à créer, par exemple, je sais pas moi, mettre des screenshots de websites, tu vois, automatiquement. Et les gars, ils le faisaient à la main. Et je me suis dit, bah, en fait, ça, on peut l'automatiser. Donc, boum, ça, on l'automatisait. Après, les gens, ils disaient, ouais, on tombe pas mal dans les spams, machin. Et je me suis dit, bah, en fait, la délivrabilité, c'est clé. Bah On oui. peut faire un truc. Et en fait, tu vois, cette communauté, oui, elle est utile parce qu'elle t'apporte du top-up funnel, donc awareness, des gens qui te connaissent pas et qui te découvrent par la communauté. Mais ensuite, l'idée, c'est de se dire comment tu utilises cette communauté pour rendre ton produit unique. Et là, pour moi, il y avait deux aspects. Un, c'est écouter tes utilisateurs et appliquer leur feedback dans le produit. Et ça, du coup, les gens, ils adorent parce qu'en fait, ils se sentent entendus
Et clairement, tu vois, tu as la même mission que eux ils ont, c'est-à-dire tu veux que leur business grossisse. Parce qu'à partir du moment où ils gagnent, moi je gagne, tu vois. Et c'est ça qui est Certain. trop bien dans le business. Mm. Et après, il y a l'autre truc qui est l'aspect plus technique. Et donc, typiquement, nous, on a un produit de délivrabilité qui s'appelle Lemworm, qui te Ok. permet en gros de ne pas atterrir dans les spams. Et ça, en fait, personne ne peut le copier parce que c'est uniquement basé sur notre communauté. Et c'est-à-dire, c'est en gros un réseau de mailbox partout dans le monde avec des boîtes allant de la mini startup ou solopreneur jusqu'à des Inc. 500. Donc, genre, tu as, je sais pas moi, les Zendesk, des boîtes cotées en bourse aux US, Adecco, etc. Tu vois. J'adore cet outil aussi. Ok, trop cool, trop bien. Mais du coup, tu parles pas mal des US. Je fais un petit saut. Moi, il y a un truc je t'ai découvert il y a, je pense au début, en Ouais. vrai, en 2018-2019. Et il y a un truc qui m'a surpris depuis le début. Et une question en vrai où j'ai pas encore la réponse. Depuis le début, tu parles en anglais. Ouais. Pourquoi? Dès le Euh, début, est-ce que pour toi vraiment c'est pareil, hyper game changer? Est-ce que je suppose que c'était volontaire évidemment, mais ouais. tu as réussi en parlant en anglais à toucher quand même hyper bien, je crois, le marché français. Ouais, c'est assez drôle d'ailleurs parce que en fait, si tu veux, on a en gros au tout début, je pense que notre marché c'était 90% les US Ok. et après d'autres pays en Europe. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pour lancer l'Emlist, moi je faisais que de la prospection. Donc en fait, j'ai divisé, tu vois, mes campagnes par région. Donc j'avais une région North America, une région Europe et une région APAC, donc Australie, Singapour, etc. Tu vois. Et qu'est-ce qui t'a incité tout de suite à diversifier tes régions? Parce que les gens se disent, Ouais. ok, je cible, je sais pas, un pays, je vais Ouais. grandir dans ce pays, un peu. Bah, ouais, c'est vrai que c'est assez marrant parce qu'en fait, je vois plein de gens qui ont des barrières limitantes avec ça. Mais en gros, comme mon agence, en fait, j'avais une agence de prospection et j'avais déjà réussi à closer genre SAP aux US, qui est quand Ok. même genre Ah oui, énorme, ok. dans un truc où je m'étais retrouvé, j'avais été sélectionné pour aller pitcher sur mon agence. Donc, comme on avait une agence pour pitcher, tu vois, c'était pas du tout sexy. Donc, on avait réinventé un projet et on s'est dit, si on pitch sur ce projet, qu'on a un investisseur aux US, trop cool. Et du coup, ça n'avait pas du tout marché. Mais bon, bref, au final, j'avais rencontré des gens que j'avais réussi à closer. Mais en fait, je me suis dit, tu peux être en France et closer des gens aux US, même des grosses boîtes. Donc, je vais pas me limiter. Et je vais voir, en fait, avec mes campagnes. Et aussi, j'avais un peu ce truc. Enfin, moi, je suis quand même un mec qui peut enquiller, tu vois, des grosses journées de travail. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, en fait, les Français, globalement, à 17-18 heures, tu pourras plus faire de démo. Ouais. Alors qu'aux US, j'ai jusqu'à minuit, tu vois. Et pareil, à 6 heures, qui va faire une démo avec toi en France, alors qu'en Australie, ils sont très contents de le faire à 6 heures. Donc au début, j'avoue, je charbonnais vraiment comme un porc et je me suis dit, nos limites, tu vois, je vais tester. Et du coup, c'était très tôt le matin, les démos avec Asia-Pacifique. Ensuite, Europe, donc France, UK, Espagne, Italie. Bon, ça, c'était très petit, donc je le faisais pas trop. Je préférais UK, Focus et France. Et après, North America, donc Canada, US. Et en fait, ce que je voyais, c'était que les Français, globalement, c'était vraiment des crevards. Tu vois, ils avaient les mêmes discours que les VC, tu vois, en mode non, mais il y a déjà plein d'outils qui existent, je vois pas trop le truc différenciant, machin. Alors qu'aux US, c'était là, putain, c'est génial ce que vous avez fait, trop innovant, moi je suis chaud de le tester. Ouais, et c'était ouf, tu vois, en fait, les Américains, ils ont beaucoup ce truc de tant que tu leur apportes des meilleurs résultats, ils sont chauds pour tester. Mais le moment où ils sont. Ouais, c'est ça. Parce que les Français, un peu Ouais. plus. Ouais, et après, tu vois, moi aussi, enfin, en vrai, je dis ça sur les Français, mais j'étais la même personne. Enfin, tu vois, quand t'es pas dans un état d'esprit d'abondance, Ouais. en gros, tu vas toujours rester dans ta case. Et c'est un peu pour ça aussi que, tu vois, on fait pas en France des boîtes qui sont énormes parce qu'il n'y a pas trop cet esprit d'abondance, il n'y a pas trop cet esprit il n'y a pas la notion de give back. Tu vois, les États-Unis, c'est une ère d'entrepreneur. Enfin, c'est un endroit où les entrepreneurs, tu vois, quand tu arrives et tu dis que je suis le CEO d'une boîte là-bas, les gens, ils sont trop curieux, ils ont envie de savoir ce que tu fais. En France, quand tu dis que tu es le CEO d'une boîte et que tu dis que tu fais de l'argent, les gens, ils se disent, ce mec-là, soit c'est un mytho, soit c'est un escroc, soit il a fait une arnaque au CPF, mais en tout cas, c'est louche, tu vois. Et pareil, C'est quelqu'un clair. qui partage son chiffre d'affaires ou des trucs comme ça. Enfin, tu vois, alors que nous, je sais pas, on paye des millions d'euros en impôts chaque année. Enfin, tu vois, genre, je suis très content d'être français. Enfin, il y a pas de sujet. Mais par contre, pour le business, c'est pas le meilleur endroit. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on a vachement grossi aux US, la communauté est devenue US. Et donc après, tu vois, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est un peu ce cercle vertueux où tu utilises ton produit, tu partages du contenu qui est pertinent pour ton audience, les gens te donnent des feedbacks. Après, quand tu as des feedbacks, tu les implémentes dans le produit et ainsi de suite, tu vois. Ok. Et donc ça s'est vachement développé aux US. Et à partir du moment où on a vachement grossi aux US, il y a des gens en France, genre dans les scale-up, tout ça, qui ont commencé à se dire ouais, il y a l'Emlist, ça a l'air d'être un nouveau tool trendy et tout. Et après, les gens, j'en avais, tu vois, des Français qui m'écrivaient, parce que moi, tu vois, je vais toujours de temps en temps dans le customer support, genre répondre à des questions, tu vois, j'aime bien de temps en temps, quoi. Et je voyais des gens, genre en français, tu vois, qui parlaient en anglais et je disais, genre,
bah ouais, les gars, en fait, on est une boîte française, quoi, tu vois. Coucou. Ouais, Ouais. c'est ça. Ah, Ah, les Mm. Français. Mm. Mais comme quoi, c'est intéressant de tester et de pas se limiter. En fait, on peut jamais savoir là où le produit va le mieux prendre finalement. Ouais, c'est clair. Il n'y a pas de bonne stratégie pour entrer sur un marché. Ouais, c'est clair. Et Mm. puis, t'as même, tu vois, des produits qui marcheraient pas du tout en France, qui marcheraient ultra bien aux US, quoi. Ouais. Et tu as le côté badge. En fait, moi, ce que je trouve ouf, c'est qu'en fait, tu as posé un badge US sur une boîte française Ouais. au final. Et Et la du coup, boîte la est France l'a incorporée en adopté. France en plus, hein. Ouais, Mais c'est tu ça vois. qui est ouf. justement, je t'ai Ça posé tue. la question, effectivement, tu te demandes. Ouais, tu ouais. vois. Ça tue. En plus, on te voyait souvent à l'étranger, etc. Ouais. Mais non, c'est top. C'est top. Et du coup, les États-Unis. En fait, moi, il y a aujourd'hui ton marché. Tu m'as dit combien? 10 000, vous avez 10 000 clients, c'est ça? Un peu plus aujourd'hui, je crois qu'on doit, au total, avec tous nos projets, je crois on doit avoir, je sais pas, une vingtaine de milliers, un peu plus de 20 000 entreprises qui utilisent nos produits. Ah oui, d'accord, le double. Et majoritairement américaine encore ou est-ce que ça Ouais. s'équilibre? Non, c'est US, c'est le premier marché. On doit être maintenant, je pense, à 60-70%. Donc ça a diminué en répartition. Parce que la France a pas mal, enfin, tu vois, a commencé à être de plus en plus présente. Pareil en Europe. Donc en gros, France, UK, c'est un peu équivalent. Australie. En gros, si tu veux, nos gros pays, c'est US number one. Après, tu as genre France, UK, Australie qui se tapent un peu. Et après, il y a l'Inde aussi un petit peu derrière. C'est assez drôle d'ailleurs. Ouais. Ouais, en Inde, parce qu'il y a beaucoup de gens, enfin, c'est un grand pays, il y a beaucoup de gens qui font de la prospection, beaucoup Et de on les voit startups. beaucoup sur LinkedIn d'ailleurs. Ouais, de Ils ouf. sont forts Ouais. aussi en Inde, c'est Ouais, vrai. ouais, non, franchement, il y a de très belles Les boîtes Indiens, ils là-bas. sont chauds et c'est une grosse communauté. Les entrepreneurs indiens, ils s'aident. Eux, ils ont grave le système giver pour Ah le ouais, coup. ça c'est clair. Quand un entrepreneur indien commence un peu à sortir de Mm. la tête, tu vois, tous les autres, ils viennent le Ouais. pousser. Mais on avait discuté un peu avec Ama de Moon, je sais pas si tu te souviens, Ouais, elle nous l'avait ouais, dit. c'est vrai. Hyper intéressant. Sortant un peu du côté pro, moi, il y a un côté perso qui m'intéresse parce que je te suis beaucoup sur Insta et je vois que tu fais vachement de sport. Ouais. Est-ce que c'est depuis toujours? Est-ce que ça a été venu avec le taf? Est-ce que c'est... Non, j'ai toujours fait ouais, beaucoup de sport. Ok, Quand j'étais petit, j'avais pas. Mais en fait, c'était compliqué. Je pouvais pas trop faire de sport en club. Je pense Ok. que pour mes parents, c'était un peu un investissement qu'ils Ok. n'avaient pas trop envie de faire. Par contre, du coup, j'habitais dans. Bon, ça s'appelait une cité, mais en gros, c'est un endroit, tu as 10 immeubles, une cour. C'est pas genre ghetto, même s'il y avait des dealers dans mon immeuble et qu'il y en a un qui s'est suicidé. Ah ouais. Arrêté par les flics. Ah oui, d'accord. Ils ont fait la perquise chez lui avec. Et il a sauté par la fenêtre parce qu'il était déjà allé en prison. Il voulait pas y retourner. Bref, tu vois, tu ouvres ta fenêtre, tu vois genre un corps. Bref, c'est pas des souvenirs Ok. genre ultra Ouais. cool. Mais en vrai, sinon, c'était très genre chill et tout. Et j'étais tout le temps dehors en fait. Donc, le deal avec mes parents, c'est tant que j'ai des bonnes notes, je peux aller jouer dehors. Et tant que, enfin, si j'ai pas des bonnes notes, bah, je reste et je travaille, tu vois. Donc, en vrai, je travaillais très rapidement. Et après, je sortais. Donc, quand j'étais petit, mes sports consistaient essentiellement, je sais pas, le chat et la souris, la balle aux prisonniers, des trucs Ok. comme ça. Des bons souvenirs. Donc, je courais beaucoup. Et après, je me suis mis au basket. J'en ai fait genre 15 ans. Ok. Et j'ai pas mal joué. Et donc, après, là, maintenant, je change un peu de sport, mais j'ai toujours adoré le sport. Ouais. Ok. Est-ce que Trop tu bien. dirais que ça joue dans ta performance? Au taf, je parle. Ah ouais, c'est sûr à 100%. Ok. En fait, le sport, c'est vraiment. Déjà, de un, quand tu fais du sport, tu as plein d'idées, tu peux déconnecter. Et tu as un peu ce truc aussi où c'est remettre les compteurs à zéro, tu vois. T'as des frustrations, tu as une mauvaise journée, tu es stressé, peu importe. Le sport, c'est la meilleure drogue naturelle qui existe, quoi. Ah, c'est Ouais. clair. Moi, Sport j'en- et sommeil, moi, franchement, j'en c'est fais le des. soir pour Mm. déconnecter et je trouve qu'il n'y a rien de mieux, quoi. Ah ouais, c'est ouf. Tu fais quoi du coup comme sport en ce moment? En ce moment, là, enfin, je cours pas mal. Là, en gros, je suis en train d'hésiter à me mettre au triathlon. Donc là, je vais faire un stage de triathlon pour voir si ça me fait kiffer en décembre. Un stage, ok, cool. Tu Et fais ça où? je vais en Afrique du Sud, du coup. Pas mal comme Ouais, stage. c'est trop drôle. Je suis tombé sur un couple en fait où la meuf, en gros, c'est genre une ancienne championne de triathlon mondial et tout. Ok. Et son mari, mais après, tu vois, ils ont genre 40-50 ans, quoi. Et ils ont un camp genre dédié et tout. Donc, je vais aller vivre avec eux pendant 2 semaines. Et Trop si ça me bien. fait kiffer, je pense que je me chaufferai pour faire un Ironman l'année prochaine. Ok. C'est un peu l'objectif mal. ambitieux, tu vois. Pas mal. Bah, si tu fais du sport tous les jours à fond, ça va, tu devrais le tenir. Mais trop bien. Donc tu parlais de l'Afrique du Sud, bon, on en a parlé un peu avant, mais je trouve que c'est intéressant d'en reparler. Ouais. Du coup, tu nous racontais tout à l'heure que tu déconnectes, enfin tu déconnectes pas vraiment, mais en tout cas tu sors de France, en tout cas l'hiver, Ouais. et tu pars en Afrique du Sud. Ouais, je pars général. En fait, déjà, il y a plusieurs trucs. Un, tu prends les pays nordiques que tout le monde adore en disant c'est trop bien leur système et tout. Globalement, c'est là où il y a le plus de dépression. Et c'est pas forcément à cause du système, mais plus à cause du soleil, tu vois. Ok. Et moi, je sais que je suis quelqu'un de très solaire. Je pense que c'est important de se connaître. Ouais. Et globalement, tu vois, à Paris, quand tu te réveilles à 8 heures et que en fait toute la journée tu es sous des néons et à 5 heures il fait nuit, moi en fait je suis genre mais vraiment pas productif.
je suis fatigué beaucoup plus et j'ai pas d'énergie, tu vois. Donc en gros, mon idée, c'était, bah, en gros, tous les hivers, je les passe ailleurs, dans un endroit où il fait beau et chaud. Et tu vois, typiquement en Afrique du Sud, bah, je me lève genre à 6 heures. Il y a full soleil, j'ai une énergie de dingue. Je peux taffer comme un malade et je suis loin des équipes. Donc en gros, l'idée, c'est de faire un petit peu dans Dragon Ball Z. Je sais pas si vous avez la ref, mais il y a un truc qui s'appelle la salle de l'esprit et du temps. Mhm. Et en fait, c'est une salle où quand un jour dans le monde réel, dans cette salle, en fait, tu as le temps de passer 365 jours. Donc quand les gens, eux, tu vois, ils ont passé un jour dans leur vie normale, toi, tu as eu le temps de faire 365 jours. Et pour moi, en gros, le monk mode ou cette salle de l'esprit et du temps, c'est en gros, c'est un endroit où je me fais une routine spéciale où j'ai de l'apprentissage, donc je prends des formations, je lis beaucoup de livres, etc. Je bosse sur la vision et la stratégie et j'ai un aspect très créatif. Donc en gros, c'est globalement comment est-ce que tu fais en sorte pour entraîner ton esprit, être créatif, prendre soin de ton corps et travailler, tu vois, avec un environnement qui est totalement différent pour prendre de la hauteur par rapport à ton business. Et franchement, je fais ça depuis maintenant 4-5 ans. Au début, évidemment, j'avais pas trop de budget parce que c'était le début de la boîte, tu vois. Donc, la première année, je l'ai pas fait parce qu'on n'avait pas d'argent. Et après, tu prends un petit truc. Mais en fait, c'est bien de juste changer globalement d'environnement pour voir les choses de façon totalement différente. Je pense que c'est hyper important. Je lis un livre qui s'appelle 10 Times en ce moment. Et Ok. c'est comment tu fais x10. Et justement, il parle C'est de Grant ces Cardone moments. qui fait ça ouais, ok. Il parle de ces moments où Ouais. tu sors de l'exécution, tu sors d'être avec tes équipes, d'être la tête dedans et de le faire sur des périodes aussi longues. C'est impressionnant. Donc c'est cool que tu le fasses. Ouais, c'est trop cool le livre que tu mentionnes parce que en fait, Grant Cardone, les gens ils se foutent beaucoup de sa gueule et tout parce que bon, c'est un peu controversial tout ce qu'il fait et tout. Oui. Mais en fait, c'est des trucs en France, tu vois, on est trop dans la critique de ces gens-là, donc c'est trop cool que tu en parles parce que typiquement le truc genre comment tu vas faire pour faire x10 sur ton business. Oui, et les pas gens x2. Ouais, c'est ça. Mais les gens ils se posent pas la question. Les après, gens ils se en posent pas France. la question en fait. Carrément. Et tu vois, hier j'étais avec l'ancien CEO d'Absumo qui s'appelle Ayman Al-Abdullah, qui est un mec en fait qui m'a pas mal influencé au tout départ parce qu'on avait bossé avec un partenaire aux US et ensuite comme ça leur avait fait pas mal de thunes, ils m'avaient invité. Donc les mecs ils me payent tout, tu vois, genre billet d'avion, logement et tout pendant une semaine. Et le gars à un moment il me disait c'est quoi ton objectif et je dis j'aimerais bien qu'on atteigne le million d'ARR, tu vois. Et il me regarde, il me fait mais en fait, pourquoi pas genre 10 millions d'ARR? Mais ce genre de questions. Priceless. Ouais, et puis en fait, le truc, c'est vrai que moi, tu vois, genre, ça peut être con comme ça, et tu sais, tu peux en faire des mèmes un peu genre, mais pourquoi pas 10 fois plus d'argent, tu vois? Mais tu peux toujours aller plus loin. Mais en fait, le truc qui est cool là-dedans, c'est que, en gros, moi, ce qui m'a fait réaliser, c'est qu'en France, les gens, ils m'avaient limité, tu vois. Genre, tous les VC me disaient, si ta boîte, elle fait 1 million d'ARR dans les 5 ans, et que tu arrives à faire une boîte un peu de papa ou de bon père de famille, tu pourras déjà te considérer comme étant très chanceux, tu vois. Et donc, en fait, moi, ce truc-là, je me disais, attends, je vais atteindre le 1 million avant les 5 ans. Et c'était ça ma limite, tu vois. Mais ma limite, elle venait pas de moi, en fait, elle venait des autres. Et quand lui, il m'a dit, pourquoi tu ferais pas 10 millions? Et tu vois, j'avais pas la réponse. Il me dit, ok, vas-y, viens, on se pose. 10 millions, ça représente quoi, tu vois? Combien il faudrait que tu aies de clients? Comment tu y arrives? Selon toi, c'est quoi les trucs? En fait, ça te force juste à réfléchir à des choses auxquelles tu n'avais pas forcément pensé avant. Et en fait, potentiellement, d'un coup, tes actions, elles sont en fonction de tes objectifs, tu vois. Carrément. Et ça, c'est trop cool. Ouais, c'est un ratio vision-action en fait. Si tu mets ta vision à x10, tes actions forcément elles se projettent à x10. Ah ouais, c'est ça. Et pareil, Ok. tu vois, un autre exercice qui est pas mal, c'est de te dire où est-ce que j'ai envie que la boîte elle soit dans 2 ans et de quel CEO la boîte dans 2 ans aura besoin, tu vois. Donc par exemple, là, nous, on terminera l'année, je pense, à 25 millions d'ARR. Je me dis dans 2 ans, tu vois, si on grossit bien, peut-être qu'on sera, je sais pas, allez, je vais dire une grosse fourchette entre 60 et 80 millions. Je me dis, ok, une boîte qui fait 60-80 millions, elle a besoin de quel type de CEO? Clairement, je suis pas cette personne aujourd'hui, mais il faut que je le devienne, tu vois. Donc mon objectif des 6 prochains mois, c'est de devenir cette personne. Oui, c'est ça, en termes de développement personnel, ça te demande d'être une autre personne. C'est ça qui est intéressant dans le x10 aussi, je trouve, au-delà de l'aspect. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que tu te poses cette question. Tu vois, c'est que tu te laisses pas dépasser par ta boîte. Et je trouve qu'en France, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, mais je trouve qu'en France, il y a beaucoup de CEO qui se laissent dépasser par la boîte et qui du coup perdent le contrôle. On le voit un peu moins aux États-Unis. Peut-être que c'est aussi une question de mindset, et justement parce que c'est préparé. Mais c'est hyper intéressant que tu te poses déjà cette question. En fait, tu peux te faire dépasser par ta boîte. Moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois. Et c'est des trucs, en fait, il faut juste, une fois que ça t'est arrivé, t'as pas du tout envie que ça t'arrive une fois d'après. Parce que, en gros, tu te rends compte du temps que tu as perdu, tu vois. Et en fait, si tu veux, la plupart des gens voient la croissance comme quelque chose d'exponentiel. Alors qu'en vrai, normalement, c'est ce qu'on appelle, c'est des S-curves. Donc, ça fait un S, quoi.
Et donc le S, ça veut dire que tu commences là, tu galères, tu essayes de trouver ton marché, machin. D'un coup, tu as l'impression que tu as trouvé ton product market fit, ça marche super bien, c'est l'exponentiel, c'est là où tu peux commencer à flexer sur LinkedIn, on grossit tous les mois de temps, machin et tout. C'est génial. Et en fait, après, tu vois, tu as ce S, tout le monde a un plateau en fait. C'est parce que globalement, tu vois, là, ce que tu fais aujourd'hui, ça a marché pour jusqu'à un certain niveau, mais ça ne marchera pas toute ta life. Donc en fait, il faut trouver le nouveau levier de croissance. Et en gros, l'idée, quand tu ne te fais pas dépasser par ta boîte, c'est que cette barre du S, quand elle est en haut, en fait, elle est très très courte. Parce qu'en gros, tu as déjà pensé à la step d'après. Et en fait, le but du CEO, c'est de toujours être à la step d'après pour faire en sorte que tes S-curves, en fait, elles se touchent et que quand tu zoom out, limite, ça fasse une exponentielle. Mais tu vois, ça peut très bien t'arriver. Enfin, nous, je sais que tu vois, on a eu une phase, globalement, moi, j'ai lancé la boîte à 3, tu vois, avec 3 personnes. Mes associés sont partis. En fait, tu vois, c'était un peu hors de mon contrôle. J'ai dû gérer des choses que j'avais pas, tu vois, anticipées. Et en fait, d'un coup, en fait, tu te rends compte que ça va créer de la dette technique. Tu vois, sur l'Emlist, en fait, il y a eu pendant quasiment 14 à 16 mois, on n'a pas sorti de nouvelles features. Et tu vois, ça a impacté la croissance. Et donc, pour se remettre, tu vois, dans le truc de trouver le bon CTO, trouver la bonne team, recruter comme il faut, tu vois, pour le scale, penser aux 2 ans, machin et tout. En fait, tu te rends compte, c'est dur, tu vois. Et en fait, et après, tu vois, tu te retournes et tu te dis, ok, très bien, j'ai perdu 18 mois, tu vois. Et ça, après. Tu pouvais pas le voir venir. Après, tu peux l'accepter. Tu peux l'accepter. T'en tires sans doute des leçons aussi. Mais si on retourne le truc, est-ce que tu crois pas que toutes les boîtes ont besoin de cette période, tu vois, pour aussi que le CEO se remette un peu en question, tu vois, qu'ils se disent en fait, il y a un autre truc, c'est dont on parle encore une fois beaucoup ailleurs, un peu moins en France. Et maintenant, on commence à en parler, je trouve, c'est la notion un peu d'échec. Toi, tu dis j'ai perdu. T'as perdu, oui et non, parce que du coup, ça t'a mis dans un mindset à la fin où tu te dis plus jamais. Donc, il y a un côté, tu vois, où du coup, maintenant, t'anticipes. Mais en fait, il y a 2 trucs. Moi, je pense que c'est ultra important et je suis pro ultra discours motivational, tu sais, qui dit il faut fail, il faut réussir à échouer, et c'est comme ça que tu vas construire tes succès. Dans les faits, tu vois, je suis aussi critique un petit peu par rapport à ce mindset-là, parce que en fait, je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent être évitées. Donc, tu vois, la première boîte que j'ai lancée, c'était une boîte de t-shirts avec mon père. Moi, je m'étais mis énormément de pression parce que tu vois, mes parents, ils ont sacrifié plein de trucs pour que je puisse faire les études que j'avais envie de faire et tout. Et en gros, je suis arrivé à un point où la boîte, c'était un échec total. J'ai mis énormément de pression à mon père. On a vendu, tu vois, à la base, genre 6 t-shirts. Enfin, c'était horrible. Et je me retrouvais, tu vois, dans un truc où la relation avec mon père, elle a vachement souffert. Pendant plus d'1 an, on a arrêté de se parler. Et en fait, oui, tu vois, cet échec, tu vois, ça fait mal, c'est dur et tu n'as clairement pas envie que ça se reproduise. Mais dans les faits, je sais que si en amont, j'avais étudié un peu plus les gens qui ont réussi, j'aurais sûrement pas fait les mêmes erreurs, tu vois. Et je trouve que, en gros, il faut vraiment réussir à balancer. Et moi, tu vois, comme j'étais trop dans l'action et pas assez dans ça serait cool quand même de regarder 2-3 contenus intéressants sur ce qu'il faut faire. En fait, tu vois, c'est vraiment trouver cette balance. Et je pense que la bonne balance, et ça, genre, je pense je dirais qu'il y a peut-être 0,001% des CEO qui le font, mais c'est ceux en général qui réussissent. C'est ceux qui arrivent à tous les jours avoir un bloc dédié pour de l'apprentissage. Et ensuite, donc tu as 10% d'apprentissage, 90% d'exécution. Donc, tu vois, la façon dont tu runs tes meetings, la façon dont tu planifies, Et en gros, ça, c'est un truc. Et c'est pour ça que la création de contenu, moi, c'est un truc sur lequel j'insiste pas mal. Toi, tu le fais très bien et c'est très cool. Toi aussi, tu crées pas mal de contenu. Enfin, tu vois, juste là, même le podcast, tu vois, c'est des trucs, en fait, c'est ultra cool parce que ça te permet, en fait, d'apprendre, soit en interviewant des gens, soit toi en documentant et en cristallisant ta connaissance. Sur ta pensée. Et ça, tu vois, c'est un truc, pour ceux qui le font, la plupart des gens, ils se disent, ouais, c'est cool, tu construis ton audience, tu te prends pour une star, t'es show-off. Enfin, tu vois, on peut te dire tous les trucs un peu critiques. En France, c'est ça, tu vois. Mais en fait, dans les faits, tu vois, moi, la raison pour laquelle je crée du contenu, oui, je suis content d'aider les autres et tout, mais la vérité, c'est que je le fais pour moi. Parce qu'en fait, je sais que quand j'enseigne quelque chose à quelqu'un, ma connaissance, elle est cristallisée et qu'après, en fait, c'est beaucoup plus facile. Tu vois, si je te parle constamment de sales, de cold email, etc., en fait, quand je vais parler à mes équipes pour leur dire ou leur donner des feedbacks, en fait, c'est carré. J'ai pas besoin de me poser 20 minutes dans mon ordinateur et leur faire un feedback. Je suis là, on le fait ensemble, je leur montre et c'est sharp et précis, quoi. Ouais, c'est fort. Et d'ailleurs, en parlant de formation, quelle formation tu as prévue pour emmener l'Emlist à 80 millions ? C'est une bonne question. J'hésite un petit peu entre du coaching CEO que j'ai déjà fait et des formations. Il y avait une formation que j'avais vraiment kiffé d'une meuf qui s'appelait Christine Carillo. Elle est basée à Hawaï et c'est une meuf qui, en gros, elle run plusieurs business en parallèle.
Moi, du coup, avec l'Empire, c'est mon seul business, mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir plusieurs projets. Donc, tu vois, ce mindset-là, il est assez intéressant. Et c'était elle, tu vois, c'est elle qui m'avait forcé à recruter, du coup, une assistante. Et ça m'avait fait gagner, genre, énormément de temps à une certaine phase, tu vois. Et en fait, ouais, c'est ça, tu vois. Et en fait, il y a plein de trucs comme ça, plein de Clairement. leviers, tu vois, que tu peux activer et auxquels tu penses pas trop. Il y a des trucs que tu vois, j'avais les key learning, tu vois. En gros, moi, quand je fais un cours, généralement, tu vois, j'apprends pas genre 1000 trucs. Il y a beaucoup de trucs qui sont redondants et que j'ai déjà vu ailleurs. Mais à partir du moment où j'apprends 3-4 trucs, ça me convient, tu vois. Donc les trucs, moi, c'était déléguer avec une assistante tout ce qui peut être délégué. Ça, trop bien. Donc même des trucs perso, tu vois. Donc moi, typiquement, je déteste prendre mon courrier, les trucs comme ça. Enfin, lire des courriers, ça me fait chier. Les classer, ça me fait chier. Organiser des documents, ça me fait chier. Enfin, toute la paperasse, genre vraiment, je veux pas. Mais en fait, ça, c'est chronophage. Donc ça, boum, c'est délégué. Ensuite, l'autre truc, c'est calendrier d'énergie. Moi, j'adore les trucs un petit peu, de plus en plus, hein, d'ailleurs, mais à la base, je suis scientifique, mais de plus en plus, je suis dans des trucs un peu, ouais, voilà, voodoo, etc. Croire son énergie, reconnecter, tu vois, notre cerveau avec tout ce qui est notre gut feeling, tout ça. Et donc, du coup, l'énergie, c'est, moi, ce que je fais à chaque fois que j'ai des semaines, à la fin d'un meeting, genre, je vais colorier mon calendrier en différentes couleurs. Rouge, c'est que le meeting, il m'a pris de l'énergie. Vert, c'est que c'était neutral, neutre, pardon. Et bleu, ça m'a donné de l'énergie. Et en gros, à chaque fois, tu vois, quand je vois que j'ai trop de meetings rouges, je regarde ce que c'est ces meetings. Et des fois, tu vois, ça peut même être des one-on-one avec des gens de ta team. Et donc, dans ce cas-là, tu vois, c'est souvent un mauvais, red flag, quoi, tu vois, faut faire attention et tout. Mais en gros, moi, globalement, c'est quand ça me prend vraiment trop d'énergie et que j'apprécie pas et tout, mais en fait, je le jarte, tu vois, la semaine d'après, quoi. Et je trouve une autre façon de travailler parce que ça convient pas. Et ça, c'est la base, en fait. C'est vraiment génial parce qu'en fait, du coup, tu te retrouves avec des calendriers de plus en plus bleus. Et choses que tu aimes faire. Ouais, c'est ça. T'es focus sur ce qui te donne de l'énergie tout le temps. C'est ça. En fait, il faut se lever et il faut se dire, putain, j'ai la gouache, je suis trop content de cette journée, tu vois. Carrément. Si quand tu te lèves, tu te dis, putain, ça va être chiant, tu vois, ou genre, tu peux pas être que dans la souffrance. Et ça, c'est un truc que moi, tu vois, genre, je trouve que pendant longtemps, j'étais un petit peu dans ce mindset-là, tu vois, en mode. Quand tu lances un business, on est un peu dans le. Au début, au début, c'est obligé. Au début, c'est obligé. De faire que tu fais. Ouais. Mais c'est trouver cet équilibre aussi, encore une fois. Ouais, c'est ça. Mais quand la boîte grossit et que ton rôle, en fait, il évolue totalement, parce que du coup, t'es plus censé être celui qui fait, même si moi, j'avoue, c'est encore le cas, mais genre, j'étais plutôt censé être soit celui qui délègue ou l'energizer, tu vois, donc donner vraiment un boost aux gens. Bah, ça, tu vois, il faut justement protéger ton temps et essayer d'adapter un petit peu la façon dont tu communiques et bosses avec les gens, quoi. Et forcément, ton énergie, si tu veux en donner aux autres. Ouais, exactement. C'est sûr. C'est marrant le focus que tu mets sur l'assistante, parce que du coup, moi, c'est Laura qui m'a dit il faut absolument que tu prennes une assistante virtuelle. mais pour le coup, moi, franchement, ça a littéralement changé mon quotidien. Ah bah oui, c'est hallucinant à quel point ça répartit ton énergie. Bah, je suis pas encore parti dans, comme tu dis, tu vas colorier mes meetings, mais pour le coup, c'est vrai que en fait, ça répartit trop bien ton temps et c'est trop cool. Tu arrives à déléguer des trucs qui te donnent vraiment pas d'énergie. Moi, par exemple, réserver mes billets, tu vois, c'est débile ce que je dis. Mais c'est chiant. Je déteste ça, c'est trop chiant. Tu procrastines tout le temps, du coup, t'as pas les mêmes prix. Enfin, tu vois, exactement. C'est ça. N'importe comment. Tu fais à l'arrache. C'est un détail. Et tu sais que plein de gens me disent, mais non, mais ça sert à rien, j'en ai pas besoin, etc. Et c'est vrai qu'au début, tu te rends pas compte que t'en as besoin. Mais une fois que tu touches le truc, tu peux plus t'en passer, quoi. Ouais, et puis même les petits trucs, tu vois, genre, il y a des trucs qui te font genre surkiffer quand tu sais qu'on va te prendre le billet, genre, je sais pas, tu préfères la fenêtre ou tu préfères le couloir, bah, la personne le sait, tu vois. Ou genre les emails, bah, elle répond à la moitié de tes emails parce qu'en fait, elle le sait. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs, il ou elle, hein, d'ailleurs, je veux pas te faire de. Mais voilà, tu vois, c'est vraiment pratique. Carrément. T'as des petites surprises parfois. Ouais, ça m'a fait rire parce que ce matin, du coup, je suis arrivé ce matin de Bordeaux et justement, j'avais la petite place isolée, tu vois, que j'aime bien. Elle avait choisi et tout. J'étais là, bravo Lola. Ouais, c'est cool. J'avais changé de billet pour venir hier et elle m'a dit, t'allais payer plus, donc je t'ai pris front seat et ton bagage cabine assuré, etc. Stylé. Et là, franchement, ça fait plaisir. En fait, t'as des gens qui sont dans ta team qui, entre guillemets, se battent pour toi. Ça, c'est trop bien. C'est le meilleur feeling. Et ça donne un feeling au quotidien qui est cool, quoi. T'as quelqu'un sur qui tu peux compter, qui est là pour toi. Mais je pense que c'est important d'avoir aussi cette espèce de retour d'énergie. Toi, t'as le côté, toi, tu t'énergises, mais moi, j'ai le sentiment de lui donner aussi beaucoup d'énergie. Donc, elle m'en rend au centuple, tu vois. Et ce sentiment-là, je trouve que c'est le meilleur sentiment. Mais du coup, ça me fait penser à un truc. J'ai entendu récemment que vous étiez passé de 20 à 80 en quelques années, si je me trompe pas. Ouais, on a grossi pas mal la Team People. Ouais. Comment tu gères un truc comme ça? Bah déjà, tu fais beaucoup d'erreurs. Donc, tu vois, je pense vraiment, tu vois, là, on doit être 80 dans la team, je pense. En début d'année, on était peut-être 50.
Okay. Donc, tu vois, il y a déjà beaucoup de personnes et je pense qu'on a dû recruter. Je pense qu'on a dû recruter peut-être 80 personnes, tu vois. Donc, il y a eu, non, j'exagère, peut-être 60 personnes. Et donc, tu vois, je pense qu'on a dû enfin, il y a eu 30 personnes avec qui c'était pas un fit. Okay. Et donc, du coup, c'est énorme. Et ça, c'est parce que on n'était pas du tout capé, tu vois, pour faire ça. Une des plus grosses erreurs, en fait, qui est compliquée en tant que CEO, c'est globalement les gens, quand tu as une boîte qui est en hyper croissance, il y a très peu de personnes qui arrivent à grandir aussi vite que la boîte. Donc en fait, moi je suis quelqu'un, en fait ta culture de la boîte, elle va évoluer. Au début, nous, tu vois, il y avait une culture très famille. Alors qu'une boîte, c'est pas une famille, mais il n'empêche que tu as ce truc très famille. Tu vois, moi j'étais le seul qui faisait produit, support, marketing, sales jusqu'à 1 million d'ARR. Donc en fait, tu vois, on est arrivé à 10 millions d'ARR, on était genre une vingtaine, tu vois. Okay. Ce qui est genre incroyable pour des boîtes SaaS. Enfin, tu vois, tu as des boîtes, je sais pas, les boîtes qui lèvent et qui font 10 millions d'ARR, ils sont genre 150, tu vois. Donc en fait, nous, on était très petits et donc il y avait ce truc, en plus des liens, tu vois, un peu de pirate parce que c'est en mode, genre c'est David contre Goliath, tu vois, tu as une aventure. Et donc du coup, il y avait un peu ce truc de loyauté qui s'est créé et qui est la loyauté de la famille. C'est-à-dire que ton frère, ta mère, tes parents, enfin peu importe ce qu'ils font, globalement, tu as un lien, tu vois, qui est très fort. Genre moi, je sais qu'avec mon frère, on s'embrouillait très très souvent. Il y a eu une fois où on était au basket ensemble. Il y a un gars, même mon frère, il m'avait cassé les couilles pendant toute la journée et tout, tu vois, et on jouait dans la même équipe. Il y a un mec qui a voulu l'embrouiller. En fait, j'ai sauté direct, tu vois. Ouais. Et c'était, même si, tu vois, juste une seconde avant, j'avais envie de taper mon frère, tu vois. Ouais. Mais en gros, ça, c'est des trucs, tu vois, des liens qui sont très forts. Et dans ta boîte, en fait, le risque, c'est de te dire, bah, tu as envie de voir les gens grandir. Et toi aussi, tu grandis en même temps. Et du coup, c'est de te dire, bah, en fait, mes premiers employés, ça va devenir des head-off. Donc, tu te donnes des titres un peu honorifiques au tout départ. Donc, nous, typiquement, il y avait un mec, tu vois, qui est génial et qui bosse ultra bien et tout. Tu vois, c'est un mec, enfin, une éthique de travail, j'ai rarement vu ça, tout ça. Il est arrivé. Bah, en fait, son premier titre, c'était Head of Growth. Alors qu'il n'y avait pas d'équipe, tu vois. Et donc, ça, c'est une connerie. Et parce que après, tu vois, pour avoir la conversation de t'es pas la bonne personne et tout, c'est très dur. C'est très dur parce que tu vois, la personne, elle a Head of Growth pendant 3 ans sur le truc et après, pour devenir, je crois, je sais pas, marketing manager ou genre Bien bosser sûr. en marketing, bah non, en fait, c'est super dur. Donc, un des trucs, je dirais, tu vois, pour vraiment scaler, c'est être sûr, tu vois, que globalement, ta team, bah, tu as les bonnes personnes en tant que manager, tu as des gens qui savent créer des équipes ou mettre en place des formations. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que, enfin moi, tu vois, j'alloue un budget coaching, formation à toutes les personnes dans la team, mais même ça, parfois, c'est pas suffisant. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le problème, je trouve, des startups, c'est qu'on normalise des trucs totalement anormaux. Genre, par exemple, un marketing manager, head of marketing ou quelque chose comme ça, en général, tu vois, dans des boîtes traditionnelles, c'était quelqu'un avec 25-30 ans d'expérience, Ouais. tu vois. Parce qu'il faut créer une équipe, il faut savoir manager et tout, tu vois. Mais la startup, en fait, tu te dis tout va très vite, donc en fait, tu veux laisser ta chance à tout le monde et tout. Sauf qu'après, dans les faits, nous, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de managers qui, en fait, n'étaient pas vraiment encore au niveau. C'était plus ce qu'on appelle IC, donc contributeurs individuels, donc des gens qui sont très très bons dans ce qu'ils font, mais qui n'ont pas encore cette casquette de manager. Et du coup, ça a créé, tu vois, beaucoup de problèmes dans les process de recrutement et tout. Donc, en gros, moi, quand je suis parti typiquement à Cape Town l'hiver dernier, j'avais un gros focus, c'était trouver un COO, Charles, je ne sais pas s'il nous écoute ou pas, mais qui est excellent. Et tu vois, maintenant, genre lui, on a recruté Oriane aussi en Chief of Staff. Et donc là, tu vois, la team, elle s'est seniorisée. Et on arrive petit à petit, tu vois, à vraiment aider les gens à level up, mais surtout à mettre les bonnes personnes en tant que manager pour être sûr, tu vois, que les choses soient faites vraiment dans les règles de l'art et pas se retrouver, tu vois, avec des erreurs de jeunesse qu'on peut faire en tant que manager. Et c'est ok, tu vois, de tester, tu vois, commencer à manager, je sais pas moi, 2-3 personnes dans ta team, mais quand on te dit, bah, en fait, dans ton département, il faut qu'il passe de, je sais pas, 1 personne à 8 personnes dans les prochains mois, Ouais. en fait, c'est impossible, tu vois. Ouais, c'est compliqué. Et c'est ta faute en tant que CEO, en fait. Enfin, tu vois, genre, globalement, tu vois, le recrutement, moi, je le prends à 100% sur moi. Tu vois, jamais je dirais à mes équipes, vous avez fait du mauvais taf. Non, en fait, c'est moi qui ai mal évalué la capacité, tu vois, des gens à manager. Et c'était logique, en fait. J'aurais juste dû, par expérience ou en discutant avec d'autres CEO, me dire, bah, en fait, non, c'est pas grave, tu vois, genre, il faut pas faire comme ça. On va trouver des meilleurs managers. Et vous, genre, vous allez apprendre de ouf grâce à ces managers.
Et dans quelques années, en fait, vous pourrez reprendre leur rôle ou faire autre chose, tu vois. Ouais, carrément. Ok. Et toi, tu t'es impliqué du coup, personnellement, dans le recrutement ou... Ouais, bah en fait, le truc, c'est que cette année, j'avoue que la plus grosse erreur que j'ai faite, c'est comme on était 50, je me suis dit, bah, les gens, ils commencent à avoir des petites équipes et ça marchote, tu vois, plutôt OK. Et donc, j'ai dit aux gens, bah, en fait, budget illimité sur le recrutement, faut qu'on scale, donc let's go. Et donc, en fait, c'était n'importe quoi. Et comme moi, en fait, j'avais pas forcément, enfin, tu vois, je voulais me dire, j'ai envie que les gens soient honneur à 100%, bah, du coup, je faisais plus les entretiens. Seconde erreur. Donc, tu vois, c'est des trucs genre très compliqués. Et donc, ça a valu le fait qu'on a dû se séparer de pas mal de personnes, tu vois. Et après, je pense que c'était difficile, tu vois. Enfin, c'est des phases qui sont jamais faciles parce que tu vois, quand tu dois virer quelqu'un, franchement, ça fait jamais kiffer. Le faire bien, c'est dur. Il y a des gens, nous, on a une boîte quand même où je pense qu'on a créé au fur et à mesure des années une marque que les gens aiment bien, tu vois. Je pense qu'on a un côté assez sympathique et on a, ouais, tu vois, en tout cas de l'extérieur, tu vois, les gens ils nous voient, on part en team building, on va dans des endroits de ouf, tu vois. Enfin, il y a quand même plein de trucs good vibe. Et donc du coup, quand tu arrives et que tu vois en fait qu'il y a des gens qui bossent très dur, que c'est déjà, tu vois, il y a des fois ça fait un petit choc et donc on se rend compte qu'il y a des gens en entretien qui vont dire toutes les bonnes choses, mais derrière, tu vois, qui fit pas trop. Donc là, maintenant, c'est à nous de trouver les moyens de tester, tu vois, pour que ça fitte vraiment avec la culture et d'être plus dur aussi en entretien. Et après, tu vois, quand tu dois dire à quelqu'un que ça fit pas, ben, en fait, t'as pas envie que cette personne, du jour au lendemain, elle se retrouve sans taf. Bien Donc, sûr. c'est comment est-ce que tu fais pour les aider à trouver un autre taf qui leur correspond mieux, dans une boîte qui leur correspond mieux, etc. Tu vois. Donc, c'est beaucoup de taf. On a essayé de faire les choses bien. Globalement, il y a plein de fois où on les a mal faites. Mais ouais, ça fait partie du jeu. Ouais. Ouais. Vas-y, si tu as une question. Ouais, d'ailleurs, comment tu fais pour rester en hypercroissance? Quels objectifs tu te mets? Parce on peut toujours faire plus en fait quand on est en hypercroissance. Et comment on arrive à pas trop redescendre de cette curve aussi? Ouais, C'est dur, hein. en fait, c'est super dur. Surtout que il y a enfin, je t'avoue que pendant très longtemps, moi, j'ai prôné le fait que il y avait beaucoup de gens qui étaient très data-driven et c'était bullshit. Tu vois, genre, je voyais des boîtes, parce que j'ai investi aussi dans des boîtes, donc, tu vois, quand je vois des boîtes qui font moins d'1 million d'ARR et qui me sortent, genre, leur cohorte, les machins, les trucs, j'ai envie de me tirer une balle, tu vois, parce que je me dis, mais en fait, genre là, tu as passé peut-être 20 jours avec un mec en data que tu as payé je sais pas combien pour juste te faire ton analyse de cohorte, alors que tu devrais juste être en train de parler à tes clients et closer, tu vois. Et en fait, du coup, moi, j'étais un peu trop à l'extrême. Et donc, globalement, tu vois, la partie data, on est en train de la mettre en place, tu vois. Et le truc, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu es aveugle et que tu sais pas trop ce qui marche pas, ou pareil, quand, en fait, nous, tu vois, la plupart de notre trafic, c'est organique. C'est du bouche à oreille. Parce qu'on fait pas de pub, on fait pas. Donc, en fait, tu as toujours ce truc de déjà savoir un peu ce qui fonctionne dans ta croissance, triple down sur ce qui fonctionne, avoir des côtés créatifs sur la suite. Il y a beaucoup de fois où je trouve que la data, elle peut forcer les gens à partir dans des mauvaises directions. Parce que c'est très compliqué d'avoir de l'excellente data en tracking. Mais après, il y a des trucs, tu vois, juste ce que je vais appeler bon sens paysan, tu vois, A/B tester deux trucs pour voir ce qui fonctionne. Bon, ça, normalement, tu vois, tu devrais le faire. Et c'est des trucs qu'on fait pas et c'est con, tu vois. Et donc, typiquement, à cause de ça, quand c'est toi le CEO qui fait globalement tout, bah en fait, c'est ton business, donc les erreurs, c'est pour toi et je dirais que tu as un business acumen qui se développe au fur et à mesure du temps qui fait que tu prends pas trop de mauvaises décisions. Mais en fait, quand c'est ta team et que ta team, en fait, tu leur as pas inculqué le fait d'être data-driven et que tu penses qu'ils ont le même business acumen que toi, bah là, c'est problématique. Ouais. Et nous, tu vois, genre, je te donne un exemple très concret. On s'est rendu compte que, bah, en fait, il y a plein de trucs qui ont été enlevés du produit au fur et à mesure sans que moi, je sois forcément au courant. Et en fait, on a vu notre taux de conversion genre drastiquement baissé entre le sign-up et le paid. Avant, on avait un truc insane, genre en SaaS free trial, donc les gens qui créent un compte gratuit, il y en avait 30% qui convertissaient en payant, ce qui est genre énorme, tu vois, C'est clair. pour du SaaS. Et tu vois, en fait, petit à petit, ça a commencé à diminuer et il y avait des trucs qui ont changé dans le produit. Et en gros, personne ne regardait ça, tu vois. Et ça, on s'en est rendu compte 1 an après. Et en fait, quand tu regardes à quoi ça correspondait en termes d'ARR, c'était 8 millions d'ARR. Donc en fait, tu te dis, en fait, l'erreur de juste pas regarder, ça nous a coûté 8 millions. Et ça, tu vois, ça fait mal parce qu'en fait, tu te dis, là, tu pourrais déjà être à un autre step, tu vois, Et donc l'idée, c'est, pour répondre à ta question, en fait, je pense que tu essayes d'être ambitieux, mais aussi réaliste. Donc, où est-ce que tu peux aller? Qu'est-ce que tu dois faire? Et moi, je mets quand même, en vrai, je suis pas forcément dans cette. J'ai des KPI, tu vois, moi perso, qui sont un petit peu différents, je dirais, du truc classique de juste le revenu qu'on va atteindre l'année prochaine. Donc, mes KPI perso, tu vois, c'est à quel point je kiffe ce qu'on fait.
Donc la logique, tu vois, pour un outil comme Lemlist et au stade où on est, ça serait d'aller upmarket, donc d'aller trouver plus d'enterprise, d'aller voir des contenus, des contrats genre 10 fois plus gros, 100 fois plus gros. Est-ce que ça me fait kiffer, tu vois, d'aller serrer des pinces, mettre un costume et parler, tu vois, à toutes les boîtes du CAC 40? Absolument pas. Est-ce que ça me fait kiffer de faire des contrats à rallonge? Absolument pas. Est-ce que ça me fait kiffer, par contre, de continuer d'aider des entrepreneurs qui ont des business de merde, des petites boîtes qui n'arriveront peut-être pas trop à grossir cette année et tout? Bah ouais, en fait. Parce que les gens pour qui ça marche et quand on passe du temps et tout, je sais concrètement que leur vie, elle change, tu vois. Alors que le gars, tu vois, qui est au CAC 40 et tout, mais après, tu vois, ça, c'est mes convictions personnelles. Et tu as des gens, par contre, tu vois, qui vont être là, bah non, tu vois, moi, mon objectif, c'est que de vendre à des enterprises pour X ou Y raison, c'est ça qui les fait kiffer. Ils adorent faire des déj, ils adorent faire des trucs, tu vois, qui prennent des heures. Enfin, tu vois, pour eux, c'est vraiment genre jouissif, tu vois, la chasse de, c'est 6 mois de taf pour closer ce contrat à plusieurs millions et tout. Moi, c'est pas trop ça, tu vois. Moi, c'est pas ça mon kiff. Donc, il y a premièrement, du coup, le kiff. Deuxièmement, faire en sorte, tu vois, que la team, elle soit genre géniale. Donc, le kiff par rapport au client, mais le kiff aussi par rapport à la team. Donc, faut que je sois avec des gens avec qui j'ai envie de bosser. Tu vois, et ça, sinon. Et je pense que quand tu te forces à aller chercher des chiffres de croissance beaucoup trop insane, en fait, au final, ta boîte, tu la reconnais plus. Et en fait, on le voit aujourd'hui avec énormément de CEO de boîtes qui soit démissionnent, soit des co-founders qui se barrent, machin, parce que en fait, la boîte, elle ressemble plus du tout à ce qu'ils aiment. Et en fait, moi, c'est un truc que j'ai quand même envie de contrôler. Donc, l'ambition, c'est continuer à faire ce qu'on fait, mais avec une team, tu vois, la plus lean possible, donc la plus petite possible. Et l'objectif, c'est toujours de maximiser le revenu qu'on fait par employé. Moi, c'est une métrique que j'aime bien parce que ça te donne, en fait, ça te donne beaucoup de latéralité, tu vois, pour augmenter les gens quand ils le méritent. Enfin, tu vois, moi, il y a des gens dans la boîte qui prennent parfois, je sais pas moi, des augmentations genre 2 fois dans l'année parce qu'ils ont fait des trucs de ouf, tu vois. Et ça, tu vois, il y a plein de boîtes qui le feront jamais. Ou tu as des boîtes, par exemple, qui vont donner, je sais pas moi, la plupart des boîtes vont donner quoi, 1 ou 2% de 1 ou 2 points, ouais, tu vois, d'augmentation de salaire. Nous, des fois, on a des trucs qui n'ont rien à voir, mais parce que on veut récompenser les comportements exceptionnels. Et le revenu par employé, c'est un bon métrique. Souvent, on se compare en tant qu'entrepreneur. La semaine dernière, je vois passer un post d'une start-up qui faisait 50 000 par mois, et moi, je suis un peu en dessous. Et je me suis dit, c'est petit typique de jalousie, quand on a le même nombre d'années et tout. Et en fait, je regarde, ils ont 10 employés. Moi, j'en ai 0. J'ai des freelances. Mais, allez non, mais donc en fait, c'est tous les choix que tu fais qui n'ont rien à voir, et tu peux pas te comparer non plus à d'autres boîtes. Mais cette métrique-là, elle est intéressante de dire effectivement comment je vais aller chercher plus loin tout en restant avec une équipe corps qui se donne à fond et que je valorise. Et le truc sur la comparaison, c'est intéressant. Il y a Jean-Charles Kurdali, je sais pas si tu vois, qui a écrit un livre qui s'appelle Vie intentionnelle, qui est genre super. Je l'ai acheté, je dois le lire. Ouais, franchement, très très cool. Ouais, je l'ai lu, genre j'ai vraiment kiffé. Je vais me le relire une fois. Parce qu'il se lit rapidement, tu as genre 200 pages et tout, mais j'ai envie de le relire. Mais j'ai vraiment kiffé, parce que la vie intentionnelle, c'est un truc dont je parle depuis pas mal de temps. Et tu vois, en fait, l'être humain, c'est normal et c'est, je pense, dans nos gènes, le fait de se comparer. On se compare parce qu'en fait, c'est ce qui permet d'évoluer. Tu vois, ouais, c'est sûr. Enfin, tu vois, c'est assez simple. Tu vois un mec qui mange une baie rouge, machin, et le gars il meurt. En fait, toi, tu vas pas faire la même chose. Donc forcément, en fait, t'observes les gens autour de toi pour pouvoir évoluer. Et c'est comme ça, tu vois, qu'on est devenu les kings de la planète et qu'on est prêt à tout détruire maintenant. Bon, c'est un peu trop chauffé du coup. Mais globalement, tu vois, c'est naturel de se comparer. Mais par contre, il y a un truc que j'adore, c'est de se dire que si la vie que tu mènes, c'est une vie où il n'y a que toi qui a défini les règles du jeu, en fait, tu peux pas perdre. Et tu vois, ça c'est un truc, tu vois, qui est, je trouve, très fort. C'est de te dire, ouais, si je me compare par rapport à eux, peut-être qu'on fait pas le même CA, mais en fait, selon mes règles, moi, je gagne, en fait, et je gagne tout le temps. Parce que tu vois, la vie, tu vois, je suis bien, j'adore ce que je fais. Et après, c'est cool, tu vois, tu peux avoir la compétition. Je pense que la compétition, c'est très sain, ça apporte de l'émulation et c'est cool, tu vois, et c'est aussi ce qui fait qu'on se développe. Mais il faut connaître les règles du jeu. Et je trouve qu'en business, l'avantage, tu vois, c'est on est élevé quand même avec des notes, avec le sport, tu vois, c'est genre, il y a un gagnant, il y a forcément un perdant. Il y a des gens qui passent des classes, il y a des gens qui failent des classes, tu vois, donc on est élevé avec un peu ce mindset, alors que le business, en fait, c'est totalement différent. Parce que, tu vois, il n'y a pas de zéro-sum game, tu vois, c'est pas un jeu à somme nulle. Au business, tu gagnes, tu vois, genre, demain, on décide de faire un partenariat, je te rapporte des clients, tu me rapportes des clients, en fait, tout le monde a gagné, tu vois. Oui, mais si tu échoues sur ta start-up, tout ce que tu as appris, ça te resserre toujours. En fait. Exactement, tu vois, et pareil, tu vois, la connaissance, c'est aussi un des trucs où, en fait,
Si je te donne ma connaissance, bah, en fait, moi, je suis plus riche parce que j'ai cristallisé ce que je connaissais. Donc, j'ai réussi à formaliser ma pensée de façon peut-être plus organisée. Et toi, tu es aussi plus riche parce que tu as appris quelque chose. Et ça, tu vois, moi, c'est ce genre de jeu que j'adore, en fait, quand tout le monde peut gagner et quand tout le monde peut s'élever. Et le problème, je trouve, c'est qu'en France, globalement, il y a trop de gens qui restent, en fait, dans ce truc de s'ils gagnent, moi, je perds, tu vois. Ou s'ils gagnent, c'est en fait le miroir de mes échecs, tu vois. Et ça, tu vois, c'est une mentalité qu'il faut essayer de changer. Et pour la changer, on ne peut que la changer par l'exemple. Et donc, il faut que les entrepreneurs partagent, il faut que les entrepreneurs créent du contenu, il faut que les entrepreneurs fassent des podcasts pour justement redonner, tu vois, à la communauté et que ceux qui sont dans cette communauté puissent faire la même chose, tu vois. C'est très vrai ce que tu dis aussi en business. Souvent, quand on négocie, parce que moi, il y a beaucoup de prix au centime et tout dans la food, on a l'impression que c'est l'un contre l'autre. Alors qu'en fait, l'idée, c'est de trouver le partenariat qui va faire que les deux sont contents, engagés et qui gagnent tous les deux. Et pour moi, il n'y a que ça qui peut marcher dans la durée, en fait. C'est clair. C'est pas l'un contre l'autre. Ouais. 100%. Ouais, mais il y a une notion d'opposition dans le business de toute façon un peu partout. En vrai, c'est dommage. Mais... Oui, forcément. Mais c'est comme les concurrents, tu vois. Genre ça, c'est un truc de ouf. Les gens, ils sont... Enfin, des fois, je vois des gens, mais ils sont vraiment teubés, quoi. En fait, tes concurrents, tu devrais bien t'entendre avec eux. Carrément. Parce qu'en fait, tu sais pas ce qui va se passer. Le mec, demain, il lève genre 400 millions parce qu'il a grossi 10 fois plus que toi. Et en fait, avec ces 400 millions, genre ses VC lui disaient, écoute, on veut consolider le marché. Donc rachète tous les petits. Si tu as été un connard pendant genre, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va se dire j'ai envie de les racheter? Non, il va juste te dire en fait le gars ça a été un connard, je vais juste le détruire et il va, tu vois, on va soit baisser les prix, l'asphyxier, enfin tu vois, on peut faire 1000 trucs. Non, tu vois, genre c'est pas mon truc. Tu dois être sois proche avec les gens. De toute façon, ce que tu dis, tu vois, genre les informations elles circulent dans tous les cas, tes employés ils peuvent parler. Enfin, il y a un moment où faut arrêter avec la paranoïa. On est dans l'ère de l'information, donc tout passe et tout se propage à une vitesse, tu vois, innée. Il n'y a rien de confidentiel. Donc il y a un moment où essaye d'avoir de bonnes relations avec justement, tu vois, tes concurrents parce que tu sais pas de quoi demain sera fait, quoi. C'est marrant parce que le kombucha était un petit marché quand je me suis lancée, mais j'ai déjà dîné avec mes concurrents et aidé certaines marques à se lancer parce que déjà pour 2 raisons. Pour moi, ça aide à éduquer le marché. De ouf. Donc en fait, si tu le fais de manière smart et t'apprends et tu co-construis, et surtout si tu as un produit et une marque qui est assez différenciante, t'as pas à t'inquiéter de ce que font les autres et à te comparer et à regarder. Et donc ça veut dire que c'est juste à toi de faire le travail bien et suffisamment bien pour être différent de ton concurrent. Mais sinon, a priori, tu n'as rien à craindre d'eux. De toute façon, globalement, moi j'ai eu une petite période où j'intervenais dans des écoles, des trucs comme ça, des programmes un peu d'entrepreneuriat. Notamment parce que à un moment j'ai planté 10 projets à la suite. Tu vois, j'en ai monté 10, j'ai tout planté et j'ai perdu beaucoup d'avance sur un projet. Mais t'as beaucoup appris. Ouais, j'ai beaucoup appris. Mais tu vois, le fait d'en parler pendant longtemps, je voulais pas en parler. Le fait d'en parler m'a donné l'opportunité, de créer du contenu dessus m'a donné l'opportunité d'en parler. Et donc d'en parler avec des entrepreneurs. Et c'est marrant parce que la plupart veulent pas, tu sais, parler de leur projet ou t'expliquer. Ah oui, il y a un gros truc mon avec idée ça en secrète. Je travaille sur quelque chose de nouveau. Ouais, c'est ça. C'est assez amusant parce qu'en fait, le truc c'est que la concurrence, pour moi, c'est un truc qui n'existe pas trop. Tu vois, genre là, j'ai monté Prism. Cette boîte, c'est l'évolution naturelle de 10 ans d'entrepreneuriat et de plein de boîtes qui ont fail, quelques trucs qui ont fonctionné, heureusement, mais plein de trucs qui ont fail. Et on me compare à plein d'autres trucs. Tu vois, il y a plein d'autres boîtes qui, pour moi, font des choses de manière différente. Mais ok, c'est ok, je comprends. Et c'est trop cool parce que du coup, elles ont éduqué le marché, pour moi, d'une certaine façon. C'est pas vraiment de la concurrence parce que moi j'arrive avec un autre prisme justement, tu vois, et une autre façon d'avoir des trucs. Trouvé. C'était le but. Et de l'autre côté, tu vois, eux, je suis sûr que moi je vais éduquer une certaine partie du marché à ma manière et que ça va probablement leur apporter même des clients aussi à eux sous certaines formes. Mais c'est ok, ce que je fais, personne ne pourra jamais le faire de la même manière que moi. Et inversement, ce que l'Amlist fait, les concurrents ne le font pas de la même façon. Tu vois, ton approche elle est unique. Et moi, il y a un truc pour revenir rapidement à l'Amlist. Il y a un truc pas rapidement du tout parce que c'est quand même le but de la discussion d'aujourd'hui, mais je t'ai entendu dire récemment un truc que moi j'adore. L'écosystème de Prism, il est très tourné autour de la galaxie et tu l'as répété beaucoup dans un podcast récemment. Et ce côté un peu galaxie, j'adore. Tu es en train de créer en fait avec l'Amlist une espèce de galaxie d'outils, si je ne me trompe pas, pour pouvoir, non pas envahir le marché, mais en tout cas aider au maximum, mais je suppose rendre accessible au maximum
on va dire, tous les outils autour de l'Empire. C'est ça? Ouais, c'est exactement ça. En fait, l'objectif, tu vois, pour moi, moi, je suis passionné par la croissance de façon générale. Donc, comment trouver des clients, tout le process, tu vois, en fait, c'est vachement intéressant de regarder. Aujourd'hui, on complexifie énormément, je trouve, l'acquisition client et tout. Ouais. Mais en fait, pour moi, globalement, surtout quand tu bosses en B2B, c'est assez simple. Et après, en B2C, c'est un peu la même chose, parce que souvent, c'est B2B2C. Enfin, tu vois, globalement, tu as un triangle de la confiance. Et la confiance, en fait, c'est le truc qui est clé dans la construction d'un business. En fait, à partir du moment, tu offres un service d'accompagnement aux entreprises pour les aider à aller chercher des objectifs ambitieux. Ouais. Tu vois, si j'ai bien résumé. C'est exactement ça. Okay. L'art levier, ouais, exactement. Donc, en gros, moi, je me dis, je suis une entreprise, j'ai des objectifs ambitieux. Logiquement, tu vois, tu es la bonne personne pour m'aider. Ouais. Mais la raison pour laquelle, tu vois, je vais bosser avec toi, en fait, c'est de la confiance. Si tu regardes quelqu'un, tu t'arrêtes quelqu'un dans la rue et tu lui dis, écoute, donne-moi 10 balles, demain, je t'en rapporte 100. En fait, le gars qui est pas con, il va te donner 10 balles s'il te fait confiance. Carrément. Par contre, s'il te fait pas confiance, il te les donnera pas. Ouais. Donc, en gros, l'idée, c'est de se dire, puisque tout repose sur la confiance, comment est-ce que tu crées de la confiance? Et en gros, la confiance, après, tu vois, c'est connexion émotionnelle. Donc là, les gens, ils nous voient parler, ils se disent putain, Guillaume, sa façon de parler, je l'aime pas, c'est un tocard. Ou ils se disent ouais, en fait, je trouve qu'ils sont sympas, ils ont l'air sympathiques, tu vois, voilà. Ça, c'est des trucs que tu peux pas forcément contrôler, c'est lié à l'histoire de la personne et tout, et c'est pour ça que tu ne peux pas plaire à tout le monde de base, tu vois. Ensuite, tu as le côté crédibilité. Donc, est-ce que, tu vois, genre toi, tout à l'heure, tu parlais du fait que tu as fait 10 ans d'entrepreneuriat. Bah oui, 10 ans d'entrepreneuriat, tu commences à avoir une crédibilité. Tu as des projets qui ont failé, tu as des projets qui ont marché. Du coup, quand tu parles aux gens, tu as une idée de globalement ce qui ne fonctionne pas et une idée de globalement ce qui fonctionne, tu vois. Ouais. Et c'est ça que tu as envie de partager, tu vois. Donc, ta crédibilité, elle est là. Et après, tu as reliability. Donc, tu vois, c'est est-ce que les promesses que tu fais, tu arrives à délivrer. Ouais. Donc, si tu me dis, oui, je vais te rajouter X% de chiffre d'affaires, est-ce que tu y arrives? Et ça, en gros, c'est quoi? C'est tes clients, tes cas clients, etc. Tu vois. Et en fait, je pense que dans tout ça, tu vois, le business, il peut être vraiment ramené à quelque chose de très simple qui permet aux gens, tu vois, de co-créer. Et moi, j'aimerais bien, en gros, que quand tu regardes le triangle de la confiance, on puisse aider nos clients à le construire. Donc, tu vois, on a une partie Taplio, Tweethunter qui t'aide à construire ta présence sur les réseaux sociaux. Parce que typiquement, quand tu fais des posts sur LinkedIn, tu vois, moi, je l'ai bien vu. Au début, l'Emlist, personne ne connaissait. Ce mot, il était inconnu du monde entier, tu vois. Et en fait, en commençant à documenter mes campagnes de prospection, en gros, je suis passé de, je sais pas, moi, j'avais peut-être allé dans des campagnes qui fonctionnaient 5 à 10% de taux de réponse. Parce que après, moi, tu vois, j'avais quand même cette connaissance de la prospection avec les agences à genre des fois 30-40%. Et Ouais. ça venait de quoi? Ça venait du fait que, en fait, quand j'écrivais aux gens, hey, genre j'ai vu tes posts LinkedIn, très chaud pour qu'on discute, tu vois. Et en fait, c'est ça, parce que la confiance avait été créée. Si demain tu reçois un email, je sais pas moi, du directeur de Cisco ou d'Elon Musk, à qui tu vas répondre en premier? Enfin, tu vois, certain. genre, bon, Ouais. peut-être tu répondras à Cisco parce que tu te dis c'est mon mail de test pour répondre à quelqu'un d'important, tu vois. Mais en vrai, tu vois, c'est un peu ça, quoi. Quand tu connais la personne et quand tu as cette connexion émotionnelle et quand la personne, tu as pu voir les résultats qu'il obtient, d'un coup, le business se fait beaucoup mieux. Et donc, moi, mon objectif, en gros, c'est d'avoir toute cette chaîne de valeur, de créer de l'intérêt, contacter le client et le closer. Et afin de, tu vois, d'aider genre les petites boîtes à scale up, à vraiment genre grossir sur toute leur chaîne de valeur et contrôler ça, tu vois. Parce que je sais aussi que nous, ce qu'on a fait et ce qu'on a réussi à faire, c'est un truc assez unique et qui n'existait pas avant. Et il y a de plus en plus de gens, du coup, qui dupliquent un peu notre playbook et ça marche très bien. Okay. Et donc, moi, j'ai envie, et je sais que ça continuera de marcher, tu vois, il y a de la place vraiment pour tout le monde avec ça. Et je sais que c'est un truc, tu vois, sur le long terme qui peut aider beaucoup plus de boîtes à grossir. Et en fait, moi, ma vision avec l'Empire, du coup, c'est... J'adore le nom. Ouais, Cool. le nom, il est un peu... D'ailleurs, c'est assez drôle, parce que bon, pour la petite histoire, l'Emlist, en fait, c'est Ouais. mon père qui a trouvé le nom. Et en fait, l'idée, c'est qu'à la base, moi, ce que je voulais, la plateforme que je voulais créer, c'était une plateforme où les gens puissent se partager leur liste de prospection. Okay. Parce que typiquement, toi, tu targetes des SMBs, mais moi aussi, et je leur vends pas la même chose. Mais quand tu as fait une liste bien segmentée, bien clean, en fait, on pourrait se la partager, tu vois. Carrément. Et donc, je voulais vraiment un truc communautaire. Donc, et c'était du coup des mails et des listes. Et je parlais, j'étais là, genre mail list. Et là, mon père, il sort l'Emlist. Et du coup, je checkais. Moi, je voulais un nom, un 2 syllabes qui n'existe pas. Donc, quand tu tapes sur Google, tu as écrit 0 recherche et qui puisse se dire dans n'importe quelle langue. Donc, je tape ça, je vois que c'est dispo.
Donc on a eu l'Emlist, après on a eu l'Empod qu'on a revendu. Et à un moment, il y avait un de mes potes qui m'a dit genre l'Emlist, l'Empod, mais vous créez le vrai l'Empire, tu vois. Et on commence à rigoler. Et après, je me dis, en vrai, c'est grave stylé. Ouais, c'est trop cool. Et du coup, genre à l'époque, Bravo. on faisait pas du tout de cash, tu vois. Et en fait, du coup, genre il y avait les banquiers qui m'appelaient. Vous êtes le président de la société de l'Empire? J'étais là, oui, c'est ça. En français, j'avais ma avance, bah ouais, la énorme. banque, elle était en France. Du coup, ils devaient se dire, mais les J'adore. mecs, ils ont un melon de malade, ils font genre quelques centaines de milliers d'euros, ils s'appellent l'Empire. Maintenant que ça a grossi, ça peut faire un peu mégalo, tu vois, mais bref, c'était assez marrant. Et en gros, moi, tu vois, le pourquoi de ce que je fais, en fait, aujourd'hui, et pourquoi j'ai envie d'aider un maximum d'entrepreneurs, c'est juste que, en fait, j'ai beaucoup de compassion pour le moi qui a raté son business avec son père parce qu'en fait, il n'avait pas assez de connaissances, pas les bons outils et qu'il savait pas comment faire, tu vois. Et donc, du coup, je me dis, bah, plus j'arrive à rendre l'entrepreneuriat accessible, plus j'arrive à créer des contenus qui sont accessibles et les outils qui vont avec, bah, en fait, la connaissance pour moi, elle doit toujours être gratuite. J'ai fait payer et c'est un truc que j'ai regretté, même si ça faisait de l'argent et c'était marrant et c'était un bon test. Et après, j'ai rien contre les business de formation et je pense que c'est génial et que le paiement, ça fait des commitments. Hein. C'est pas trop mon point, c'est plus moi dans ma raison d'être quoi, et ma manière de voir les choses et le business, tu vois. Et ensuite, d'avoir les outils qui peuvent aider ces gens-là et s'ils ont eu assez de valeur dans le contenu et ce qu'on leur apporte, bah, ils peuvent utiliser nos outils, ils peuvent utiliser des concurrents, c'est pas très grave, tu vois. Enfin, dans les faits, moi, je vais pas être là à checker, bon, si tu n'utilises pas notre outil, tu jartes. Non, tu vois, c'est pas trop mon état d'esprit. Et en gros, la vision, c'est de se dire, moi, ce que je veux, c'est que toi, tu as une très bonne idée de business, mais tu sais pas encore si elle va marcher ou pas, ou tu sais pas comment la développer. Mais en fait, l'Empire, c'est le connecteur avec tes futurs clients. Tu vois, et c'est vraiment genre un peu ma vision de se dire, je veux connecter, tu vois, des esprits créatifs ou des gens qui ont lancé des projets géniaux avec leur marché et leurs futurs clients. Et pour ça, en fait, bah, je vais t'expliquer comment faire et je vais te donner les bons outils. Ok, trop cool. Trop cool. Stylé. Ouais, tu me fais penser à un truc, moi je parle beaucoup d'écosystème de croissance. Pour moi, ça veut dire, bah, tu sais, c'est un peu ces 5 personnes dont toi tu es la moyenne. Ouais. Ce que dit beaucoup Mathieu, tu Ouais. vois, Mathieu Stéphanie. Ouais. Moi, je l'ai beaucoup avec écosystème de croissance parce que c'est un truc que j'ai beaucoup appris ces 2 dernières années. Ça a changé ma manière d'entreprendre, donc j'en parle beaucoup. Et c'est qui pour toi, ces 5 personnes, tu vois, qui... Ah, c'est une bonne question. Je pense que les gens, aujourd'hui, on a de la chance parce qu'en fait, on peut connaître des gens sans qu'ils nous connaissent. Ouais. Donc, tu vois, genre, et ça, je le vois, hein, il y a des gens, tu vois, ils m'écrivent parfois, j'ai l'impression qu'ils me connaissent depuis 10 ans, alors que moi, j'ai jamais entendu parler d'eux. Et c'est cool, tu vois. Donc, pour moi, je dirais, les gens que je kiffe bien, Noah Kagan, j'aime bien sa façon de penser et sa façon de voir le business, parce qu'il est, lui, il est vachement aussi. Donc, Noah Kagan, Christine Cario, c'est des gens, tu vois, qui sont assez spirituels, tu vois, dans la façon d'aborder les choses. Et quand je dis spirituel, ça peut être soit religieux, soit très énergie et ce que d'autres pourraient appeler hippie, you, baba, peu importe. Mais en fait, je pense que c'est important. Enfin, pour moi, la notion de spirituel, elle est quand même importante dans ce qu'on fait dans la vie. Ensuite, je dirais qu'il y a Alex Hormozy, dans le sens où lui, tu vois, c'est un mec qui est vraiment genre brillant dans la création d'audience. Ce qu'il a fait, c'est un vol. Et le truc que je trouve super intéressant, enfin quand je dis c'est un vol, c'est incroyable, quoi. C'est un braquage, ouais, on dirait en français. Mais en fait, je trouve que c'est ouf. Et ce qui est marrant, tu vois, c'est j'adore les personnalités où quand tu les regardes, en fait, le gars, tu vois, c'est un buff, quoi. Tu vois, il fait, je sais pas, genre 1m70, il doit faire 150 kilos. Il est un peu impressionnant. Ouais, il est sous stéroïdes, tu vois. Enfin, c'est un mec, il est sous stéroïdes, il le dit. Enfin, tu vois, genre, mais en gros, j'aime bien ses personnalités. Et à côté, tu l'entends parler business et tout ce qu'il dit, c'est sharp, c'est on point, c'est précis. Enfin, tu vois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, que des gens disent que c'est un mytho, que ce qu'il a fait avant, machin, ça vient de ClickFunnels, donc des trucs un peu parfois dodgy et tout. En fait, on s'en fout. Dans les faits, son contenu et ce qu'il a réussi à faire, c'est incroyable. Et réussir à vendre, je sais pas moi, 500 000 livres en 1 heure de webinar, c'est juste insane. Ouais. Et en fait, dans ces gens-là, tu peux apprendre plein de choses. Ayman Al-Abdullah, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un mec que j'adore parce que du coup, lui, il a une vision très pragmatique du business avec ce qui doit être délégué, pas délégué, des process. Et en fait, il a une façon de déculpabiliser beaucoup de choses. Tu vois, genre moi, par exemple, quand je répondais pas à des messages, genre je me sentais coupable, tu vois, et j'aime pas trop. Et comme je suis un peu genre inbox zéro maniaque, tu vois, j'aime bien répondre à tout le monde et tout. Et lui, tu vois, sa vision, c'est en mode, bah non, en fait, les mecs, ils viennent de te déranger. Pourquoi est-ce qu'ils auraient le droit d'avoir une réponse, tu vois? Ouais. En fait, qu'est-ce qui les rend légitimes d'avoir une réponse de ta part?
Et c'est vrai, en fait, tu vois. Carrément. En fait, le truc, c'est que ça fait partie de la prospection. Toi, tu contactes des gens, des fois, ils te répondent pas. Ben, fine, tu vois, c'est leur temps, Oui, c'est ça. c'est leur espace et ils ont le droit de le préserver, tu vois. Et tu peux pas répondre à tout le monde, surtout. Exactement, je pense tu que vois. toi, tu dois en recevoir pas mal pour le coup. J'essaye en vrai de répondre à beaucoup, mais tu vois, c'est quand même dur. Et après, je dirais, il y a d'autres personnes que j'adore, genre Naval, Paul Graham, tu vois, donc ça, c'est peut-être un peu plus classique. Ouais, les Cody Sanchez, j'aime bien aussi, Ouais. avec, tu sais, c'est ouais, contrarian thinking, donc des gens qui pensent un peu à l'envers, tu vois, elle est vachement dans les petits business aussi, mais en fait, ce que je trouve intéressant, moi, j'adore le business, tu vois, c'est-à-dire que tu me parles de kombucha, tu me parles de conseils, tu me parles de SaaS, tu me parles de... En fait, j'adore le business, j'adore résoudre des problèmes. Donc quand les gens ont des problèmes, en fait, moi, tu vois, genre en soirée, genre s'il y a un entrepreneur que je connais pas et qui vient me voir pour parler, tu sais, il veut se dire, ouais, ça peut te faire chier de parler business. Ça me fait pas chier, tu vois. En vrai, genre, je peux parler 4 heures. Non, mais c'est vrai, tu vois. Moi, je suis passionné, donc c'est comme ça. Et ouais, voilà. Donc je dirais, bon, tu vois, 5, j'en ai 17, mais. Ok, hyper intéressant. C'est marrant parce qu'il y a des noms qui reviennent hyper régulièrement. Ouais. Naval, Cody Sanchez, Alex Ouais. Hormozy, tu vois. C'est des classiques. C'est des classiques, mais c'est des gens très, ouais, très on point. Tu vois, Ouais. comme tu dis, c'est des classiques, mais oui et non. C'est des classiques chez les performants. Et des en classiques que tu ne connais pas, oui, au début où tu entreprends en fait. Ouais, ça c'est vrai par contre. C'est des classiques quand tu performes, et donc du coup, c'est aussi peut-être la source de ta performance sous certains. Tu sais, il y a un truc aussi dont Thibaut parle beaucoup. J'ai l'impression que je parle de lui à tous les trucs, faut que. Mais Thibaut, il parle beaucoup du biais d'exposition. Et c'est très vrai. Ah bah oui, moi, c'est sûr. je suis trop d'accord avec ça, tu vois, en fait. Et c'est un peu ce que tu disais aussi par rapport au fait de ne pas répondre à tout le monde, tu vois. Finalement aussi, tu sais, quand tu es hyper contacté, ça biaise un peu ton biais d'exposition parce que tu es aussi exposé à des gens. Enfin, c'est limite du biais d'exposition que tu n'as pas choisi, d'une certaine façon. Et du coup, tu es aussi exposé à des gens, tu sais, rentrer dans le fait de leur répondre et tout, surtout si toi, tu as des monk modes, par exemple, des trucs comme ça. Comment tu fais pour avoir une box mail à 0? Bah, en fait, déjà, enfin, tu vois, j'ai. T'es assistante du coup aussi. J'avais mon assistante. Elle a décidé du coup de se lancer dans quelque chose d'autre et Trop cool. ouais. Et c'est marrant parce qu'elle a changé totalement. En fait, je lui ai payé pas mal de formations et pendant une formation. Comment c'était pas des formations de. Non, ton assistante, je crois que je la Andrea. Oui, je la suivais. Ouais, c'était trop bien ce qu'elle faisait. Ouais, c'était trop cool. Hein. Bah ouais, parce qu'en fait, je voulais la former à écrire un peu plus de content. Et du coup, c'est vrai que tu vois, elle se perdait un petit peu, tu vois, dans le content qu'elle écrivait. C'était pas forcément sa passion. Et donc, à un moment, je lui ai payé une formation de Danko, je crois. Danko, il est stylé aussi. Genre, on peut le rajouter. C'est un mec qui est très bien. Ouais. J'ai pas pu résister. C'était 400 $, mais. Allez, go. Le livre en or. Trop fort. Et donc, du coup, tu vois, genre. Au bout d'un moment, tu vois, elle m'a dit, bah ouais, tu vois, ma vie, c'est pas ça en fait. Enfin, elle me dit, j'adore bosser avec toi, j'apprends plein de trucs, mais en fait, quand je me pose, j'ai l'impression que, tu vois, genre, toi, t'es passionné par le business, et en fait, peut-être que moi, je suis pas trop passionné par ça. En fait, je le sais maintenant, et je dis, mais moi, frère, il y a zéro souci, tu vois. Elle était super émotive, elle était trop mignonne. Et je lui ai dit, ben non, en vrai, qu'est-ce qui te fait kiffer? Et tu vois, je me suis posé avec elle en mode, bah vas-y, viens, on regarde ça, comment tu verrais, comment tu aborderais ça, comment tu veux te lancer et tout. Et elle va commencer à faire un petit peu de blogging. Elle adore bloguer, tu vois, donc, mais plus sur le côté mode, fashion, c'est un truc qui la passionne, fashion, art et tout. Et donc, je dis, bah vas-y, feu, tu vois, genre, et dis-moi si tu galères, on regardera la stratégie et tout. Et c'est trop bien. Moi, je m'en fous, en fait, les gens qui bossent avec moi, globalement, s'ils sont, enfin, tu vois, j'ai envie qu'ils soient heureux, j'ai envie qu'ils kiffent leur vie. Et le moment où ils ont décidé de faire leur transition, en fait, moi, ma porte elle est toujours ouverte parce que je les aiderai et que j'ai envie qu'ils réussissent. C'est hyper puissant ça. Je pense qu'il y a peu de leaders qui le font. En fait, les gens sont. Moi, je trouve que les gens sont trop genre short-sighted. Tu vois, ils ont une vision court-termiste. C'est ça. En fait, parce que ce que tu regardes, mettons que la personne avec qui tu as taffé décide de partir. La plupart des CEO disent ouais, c'est genre de la trahison après tout ce que j'ai investi et tout. Mais en fait, quoi? Rien du tout. Tu as investi, la personne a rendu. Enfin, tu vois, il a travaillé pour ta boîte. Il y a un contrat. Le contrat, il est appliqué. C'est un contrat de travail. Voilà. La suite, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux que cette personne, en fait, elle termine au fond du trou et tu te dises ah ben c'est bien, tu vois, genre la rancœur que tu as envers cet ex qui t'a brisé le cœur ou j'en sais rien, ou est-ce qu'en fait tu es un peu plus grand et tu te dis tu sais quoi, en fait si cette personne demain elle monte la prochaine licorne ou la prochaine boîte machin, bah en fait tout le monde se rappellera qu'elle sera passée chez nous, tu vois. Mais oui, et en fait c'est ça le truc, tu vois, et donc du coup moi c'est ce que je veux, tu vois, je veux que les gens qui sortent de chez nous ils construisent des trucs incroyables et pour ça tu vois je veux leur remettre, enfin de les mettre dans les meilleures conditions par la suite.
Bon, après, pas tous, tu vois, genre ceux qui nous ont volé de l'argent, qui ont pris la carte de crédit pour acheter les meubles de leur salon, etc. Ça t'est arrivé? Ça t'est arrivé? On a des histoires de ouf, ouais. Okay. On a eu des histoires de ouf. Terrible. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais il y a un truc l'entrepreneuriat, les joies de l'entrepreneuriat. Ouais. Mais après, c'est pas grave. Moi, je suis très optimiste sur le monde. Je pense qu'en gros, sur 100 personnes, tu as 10 connards. Ouais. Mais du coup, tu as 90 personnes qui peuvent être des bisounours. Donc ça, c'est cool, tu vois. Mais c'est cool parce que tu restes spirituel. Mais c'est peut-être parce que tu es spirituel que tu restes en ça. mode... De toute façon, il vaut mieux faire confiance aux gens, s'ouvrir si tu es tout le temps sur la défensive. Carrément. Je pense que la vie, elle est juste chiante. T'attires ce que tu donnes aussi, hein, tu vois. Donc je pense qu'il y a des fois où... Moi, ça me fait plaisir aussi de voir des mecs qui ont envie de monter des boîtes qui ont du sens, vraiment. Mais tu sais, qui ont envie de le faire et pas que pour la fame. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de boîtes qui se montent en disant ouais, nous on veut avoir du sens, etc. Et puis après, tu entends plein d'histoires, etc. où en fait, ils cherchent pas à avoir du sens. Et je crois que c'est aussi une vision et un mindset, c'est de se dire quel type de dirigeant tu as envie d'être aussi. Tu vois, genre, quel type de boîte tu as envie de monter, quel type de dirigeant, tu as envie d'être. Quel type de gens tu as envie de recruter, du coup, et demain, tu as envie que ces gens-là fassent quoi, tu vois, du coup, tu acceptes peut-être mieux, et j'ai l'impression que c'est ton cas, tu vois, genre, leur chemin de demain, même s'il n'est pas intéressé, c'est-à-dire, parce que c'est vrai, demain, elle peut monter la plus grosse licorne française, bien sûr. comme demain, elle peut ne pas du tout. Elle peut rien faire. Mais du coup, arriver à une soirée et parler de tout le monde, à tout le monde, de l'Amelise, de Guillaume, de ce qu'elle a vécu, et ça aura le même poids aussi. Ouais, non, c'est clair. Et je pense qu'il y a des gens, en fait, ce qui est difficile avec l'entrepreneuriat, et je pense que le monde des startups, c'est que comme tu as un business model qui évolue, des marchés qui changent, et tu peux avoir la chance à un moment, tu vois, d'avoir de l'hypercroissance, et d'un coup, tu vois, tout se débloque. En fait, la boîte que tu voulais faire au jour 1, en fait, c'est peut-être pas la boîte que tu voudras faire après 3-4 ans, tu vois. Et en fait, un des trucs que je vois souvent, et ça me rend un peu triste, tu vois, c'est que je trouve dans les nouvelles générations, les gens sont biberonnés au c'est la normalité de faire 1 million en quelques mois, mais c'est pas le cas en fait, tu vois. Enfin, la plupart des boîtes n'atteindront jamais 1 million, tu vois. Donc à partir du moment où tu as atteint ce palier, il faut te considérer déjà, tu vois, comme étant ultra chanceux. Et après, tu vois, tu as des gens qui disent non, mais moi je peux le faire, et c'est bien, tu vois. Il faut avoir cette hargne en tant qu'entrepreneur, la niaque et tout, c'est super important, mais il faut aussi être patient. Et je trouve que dans les jeunes générations, et là j'ai l'impression d'être un vieux con quand je dis ça, tu vois, mais non, mais en fait je le vois, tu vois, dans les boîtes dans lesquelles j'ai investi, où des gens, tu vois, ils sont un peu en mode, après 2 ans, tu vois, ils ont l'impression que ça fait 1000 ans. Et oui, c'est vrai qu'à l'échelle d'entrepreneur, tu te donnes et tout, mais en fait, c'est dur, en fait. Enfin, tu vois, genre, tu pars du principe que tu as 90% des boîtes qui vont échouer, quoi. 90%. Donc, de base, tu vois, pour être dans le top 10% dans tout ce que tu fais, c'est pas facile, tu vois. Enfin, c'est clair. Et c'est marrant parce que c'est une des premières choses que mon père m'a dit quand je me suis lancée. Tu sais que dans tous les cas, tu as 9 chances sur 10 d'échouer. Donc, au pire, si tu loupes, c'est pas grave. Ouais, t'inquiète pas. Voilà, ça t'enlève de la pression aussi. Mais c'est sûr, déjà arriver à tenir 3 ans, 5 ans, et en fait, it takes 10 years to become an overnight success, c'est ma phrase préférée aussi. Je l'aime bien, les gens qu'on voit aujourd'hui tous les jours, qui sont successful, bah non, ils ont eu plein d'échecs avant, ils ont fait plein de choses, et c'est jamais par hasard en fait. Et c'est bien de se le rappeler aussi, quoi. Non, de ouf. Après, tu vois, c'est vrai qu'il y a parfois des gens, tu vois, qui sortent un peu de l'ordinaire, et des gens, tu vois, qui ont, je sais pas, 20 ans, 22 ans, dans la Silicon Valley, qui font des trucs incroyables et tout. Mais en fait, le problème, je trouve, des réseaux sociaux et du fait que l'information, elle se propage à une rapidité maintenant qui est, tu vois, instantané, c'est instantané, quoi. Et les proportions que ça peut prendre, c'est qu'on normalise plein de trucs. En fait, tu vois, moi, je le vois, je suis pas mal de comptes de personnes qui courent. Et en fait, je me dis, putain, mais genre les gens, en gros, tu vois, t'as l'impression, genre par exemple sur des marathons, voilà, un truc sur le marathon. C'est-à-dire que le marathon, en fait, ça devient la normalité. Faut se rappeler que le gars qui a fait les 42 points et quelques kilomètres, voilà, pour passer de je sais plus quoi marathon en Grèce, il est mort quand même. Donc de base, tu vois, c'est pas un truc genre, tu vois, il y a très peu de personnes qui savent courir plus de 5 kilomètres, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que de par les réseaux sociaux, les gens ils se disent ah bah ouais, courir un marathon en moins de 4 heures, c'est la base. Et t'en as, tu vois, ils ont des attentes genre totalement folles, tu vois. Et ils se disent pas bah non, en fait, t'as des mecs qui sont entraînés depuis je sais pas des années, machin et tout. Et t'en as plein qui ne sont pas arrivés tout court à le courir en fait, sûr. Qui abandonnent à chaque marathon alors qu'ils sont entraînés. Bah ouais, c'est clair. Et en fait, je trouve que on normalise tellement, tu vois, ce succès et tout, parce qu'après, c'est sûr que le succès fait rêver et c'est agréable de rêver. Enfin, tu vois, on adore rêver. Mais genre, il faut quand même redescendre parfois un petit peu et se dire, c'est pas la norme.
Et par contre, en France, tu vois, un des trucs pour revenir tout à l'heure sur la mentalité, et ça m'avait grave choqué. Il y a une vidéo sur laquelle je suis tombé. C'est un mec, il a 15 ans. Et il montre en fait qu'il allait à la poste pour livrer ses commandes. Il est avec son vélo, il fait tout. Ouais, je l'ai vu, ouais. Une journée dans ma vie d'entrepreneur. Ouais. Alors, et tu vois, et en fait, les commentaires, les gens, ils lui chient dessus, ils sont genre archi agressifs et tout. Et moi, dans ma tête, j'étais là, mais vous êtes sérieux? Enfin, le mec, tu vois, ils disent, ouais, ce que tu fais, c'est de la merde, machin, machin et tout. Mais en fait, à 15 ans, qui fait ça? Mais personne ne fait ça. C'est incroyable, Personne. tu vois. Donc, je lui ai fait un fat message et tout après, parce que genre, tu sais, t'as pas Trop envie. bien, Non, mais- mais en fait, tu vois, c'était sa première vidéo qui est partie virale, mais à cause des commentaires de haters. Et en fait, je me suis dit, putain, tu vois, un gars comme ça, faut pas casser, en fait. Faut pas casser quand t'as 15 ans, 16 ans, 17 ans. Moi, j'ai vu, hein, tu vois, j'ai vu des gens dans ma team où, enfin, à quel point, tu vois, ça peut te casser mentalement de te retrouver avec des haters. Tu vois, t'as même les trucs qui s'appelaient les nurshits de LinkedIn pendant un temps, où les gens, ils prenaient les posts des gens, ils les taillaient, ils faisaient des insultes sur. Mais ils ont que ça à faire, les gens. En fait, Ah je bah me oui, demande, oui, bien sûr. C'est des gens qui Ouais, n'ont ouais. pas envie de grandir, en fait. Ouais, mais du coup, tu vois, c'est des trucs, tu vois, même moi, en vrai, où je me dis, enfin, tu vois, je prends beaucoup de distance avec les commentaires et tout. Bon, la plupart du temps, ça peut me faire rigoler, tu vois, quand t'avais des gens, ils disaient, ouais, on dirait Nadal qui a eu le Covid, tu vois, ça me faisait rire. Mais genre, tu vois, t'as des gens, en fait, qui sont vraiment haineux, qui t'attaquent personnellement et tout. Et en fait, tu vois, moi, il y a des fois, enfin, je suis quand même méditerranéen à la base, donc j'ai un peu envie de dire, bah, viens, on se retrouve, tu vois. Genre, j'ai le sang des fois qui monte et tout. Après, je me dis, bon, allez, Ça n'en vaut pas la Reste peine. Ouais, c'est ça, tu vois, C'est vraiment. surtout que souvent, ils taillent sur des trucs débiles. Tu Ah vois, ouais. genre, ils taillent sur le physique. Ou, Ah, tu mais vois, vraiment, ces non, trucs, mais c'est des trucs. c'est très rarement Ouais. constructif. Non, c'est ça. Et il y avait une phrase que j'avais bien kiffé sur les haters. C'est en gros, euh, à partir du moment où ils n'ont pas ce que toi tu désires avoir, ne les écoute pas. Ouais, c'est pas mal. Et donc, Ouais. du coup, quand je vois des mecs, tu vois, qui posent des commentaires de rageux, toujours pareil sur des trucs, bah, en fait, je regarde toujours leur profil et je me dis, bah, ça va, tu vois. Genre, ok, c'est bon, tu vois. Genre, C'est cool. quand il y a un commentaire, tu vois, qui me pique un peu, je vais me dire, ouais, ok, tu vois. Ouais, Non, non, c'est c'est clair. sûr. Et puis de toute façon, les mecs qui seront soit là où toi tu as envie d'aller, du coup, soit qui sont en général là où toi t'es aujourd'hui, Mm. ils feront jamais ça. Parce que, Bah au oui, c'est contraire, clair. tu vois, ils connaissent Bah, ils c'est connaissent ça. le parcours, ils ont conscience Ouais, de la détermination qu'il faut et puis, exactement. tu sais, même le Ouais. truc de la caméra. En vrai, moi, tu m'as un peu inspiré ce truc du front de caméra. Je me suis basé un peu sur tes vidéos, etc. quand j'ai commencé. Moi, j'ai tout supprimé d'Insta, vous ne le retrouverez pas. Mais je me suis un peu basé sur ça au début. Dommage. Pour, tu sais, la façon dont tu te poses devant, la manière dont tu parles, etc. Toi, tu le faisais très naturellement. Je pense que c'est l'habitude. Mais rien que ce truc, tu sais, de te retrouver face à une caméra, Ah, rien c'est que dur, tout à hein. l'heure en arrivant, Ouais. c'est juste voir les 5 caméras braquées sur toi. Tu te Mais dis, bon, c'est dur, alors que c'est, tu vois, là, c'est une discussion hyper. Mais tu as toujours ce truc, encore plus quand tu es tout seul, en vrai. Ouais, bah ouais, c'est T'es clair. face à ta Bah, caméra. c'est froid en fait. Ouais, c'est- Quand t'es avec des gens, l'avantage c'est que tu vois, il y a de l'énergie dans la pièce quoi. ouais, Mais pareil, tu vois, la personne qui est derrière la caméra, c'est ultra important aussi. carrément. Tu vois, genre si t'as quelqu'un avec qui, bah tu vois, je sais pas, moi ça m'était arrivé, tu vois, genre quelqu'un qu'on avait recruté un peu pour faire social media. Bon, on n'a plus ce poste aujourd'hui, mais je voulais quelqu'un avec qui, tu vois, genre il y a une bonne ambiance pour qu'on puisse faire Ouais. des trucs un peu fun. Et moi, tu vois, moi je suis prêt, enfin. J'ai vraiment genre pas honte, tu vois, genre je peux faire des trucs ridicules. Si ça marche pas, si ça fait un bad buzz, bah en fait on enlèvera, on dira ah désolé, on a testé un truc, enfin peu importe, tu vois. Mais en vrai, tu vois, il y avait pas de connexion. Genre c'était un frigo quoi, tu vois, c'était genre Ouais. c'était froid, il y avait pas Ah de ouais, et donc du dur. coup en fait tout ce que tu fais, tu sais, c'est genre ah bah je sais pas, ah ben comme ça, tu vois. Et en fait, c'est impossible. Et en gros, il faut qu'il y ait cette énergie, il faut qu'il y ait C'est cette ouais, sinon ça marche pas. Moi, on m'a dit un truc que j'ai pas vraiment testé encore, mais qui marche mieux. En fait, pour vraiment bien créer du contenu, il faut ton meilleur pote en face de toi. Ah mais oui, Un de tes c'est meilleurs. clair. Parce que Ouais. du coup, tu passes ton temps à te déconner. Ouais. Et donc, du coup, toi, tu es hyper à l'aise Ouais. d'après Ouais. le truc, tu vois. Et en vrai, nous, ça marche bien, tu vois, par exemple. Mm. Parce que du coup, comme on se connaît plutôt bien maintenant, tu vois, genre, ça reste très détendu. Ouais, Et donc, c'est du coup, cool. c'est assez cool, tu arrives à créer du contenu. Mais il paraît que ouais, c'est le hack, tu vois. Faut avoir ton meilleur pote en face, tu fais que te J'avoue que marrer. c'est stylé. Et puis Je tu peux te rendre sais, des trucs. tu te connais en fait, tu connais les sujets sur lesquels tu vas parler, la Mm. manière Ouais. de penser de la personne, donc tu peux lui poser les bonnes questions. Je Ouais. pense que ça joue aussi quoi. Et puis Ouais. tu sais des trucs que les gens savent pas. Tu vois, tu Ouais. sais les petits trucs en mode, tu sais où tailler Attention. pour Ouais. délivrer. En fait, souvent c'est un peu le secret du contenu, je trouve, c'est les petits trucs que tu vas réussir à révéler. Ouais. Tu vois, genre généralement dans les podcasts ou autres, les gens ils essayent d'aller piéger à des moments, tu vois, pour voir le truc que tu vas dire que t'as pas dit avant ou autre. Et en fait, quand tu as ton meilleur pote en face, tu arrives aussi à casser cette barrière où Ouais. toi, du coup, tu es tellement libre que tu sors des trucs parfois, des trucs constructifs, tu vois, mais pas de la manière dont tu les aurais dit, de façon hyper straight, tu vois, genre froide, Ouais. etc. Comme tu l'avais prévu à la base.
Bon, en vrai, on a fait un bon moment, mais j'ai quand même une petite question pour la fin. D'ailleurs, si vous avez des questions, Ouais. n'hésitez pas. Le live va bientôt se terminer, mais Ouais. on t'écoute, Kylian. J'avais une petite question. Bon, en vrai, j'avais 1000 questions, mais, mais on va se reposer sur. Tu as dit que tu investissais dans quelques boîtes. Ouais. En fait, en vrai, on va pas d'abord poser la question. Il y a une question qui nous avait été posée dans le post LinkedIn. Je te la laisse la poser parce que je crois que c'est sur ton post que ça a été posé. Alors, c'était par rapport à la levée de fonds que tu avais refusée. Ouais. Et donc, on a eu des questions à ce sujet. Et en fait, c'était un peu, est-ce que tu as regretté beaucoup de débats. Tout le monde a parlé de ça. Tout le monde en a parlé. Franchement, énorme coup marketing, bien joué. Est-ce que tu as un jour regretté de dire, peut-être que si j'avais pris ces 30 millions, j'aurais pu aller plus vite ou faire d'autres choses Alors, c'est une bonne question. Alors, en gros, ce qui s'est passé, peut-être on redonne un peu de contexte et tout. Ouais, avec plaisir. Ce qui se passe, c'est que nous, on est une boîte bootstrap, donc sans levée de fonds, on commence avec 1 000 €, la boîte en hyper croissance, tout ça. Ça, c'est super inspirant aussi. Et je sais que moi, ça m'a beaucoup inspiré sur mon parcours entrepreneurial de me dire cool. c'est possible. Et en fait, on peut le faire et on peut être super successful. Et du coup, donc, moi, au début de l'aventure, comme je disais tout à l'heure, je me prends des messages de rejection, des VC, etc. et tout. Ce que je comprends d'ailleurs, hein, parce que franchement, à l'époque, zéro business SaaS, tu vois, aucune expérience. Je pense que je savais pas du tout convaincre. Enfin, j'étais mauvais. Donc, j'ai aucune rancœur, tu vois, par rapport à ces fonds-là. Et en fait, quand on commence à vachement grossir, que je documente tout, là, en fait, ma boîte mail, elle devient de plus en plus crowded avec des gens, tu vois, qui veulent qu'on lève de l'argent, tu vois. Donc, je rencontre plein d'investisseurs et en fait, je me dis, est-ce que ça vaut le coup de lever? En fait, je me dis, non, déjà, on est rentable. Ouais. Je sais pas trop quoi faire de l'argent pour l'instant, tu vois. Genre, j'ai pas l'impression que de l'argent, tu vois, c'est pas comme si on faisait des ads et je te dis 1 € me rapporte 10, je dis ok, tu vois. Mais en fait, nous, on est en croissance organique et tout. Donc, en fait, avoir plus de gens, pour moi, c'était juste avoir plus de têtes à manager. Je suis pas un bon manager, donc il faut quand même que j'apprenne. Donc, en fait, je me disais, non, tu vois, genre, ça sert à rien d'avoir de l'argent, tu vois. Et donc, la boîte grossit quand même de plus en plus vite et tout. Et puis, là, je suis avec Nathan Latka, qui est un podcasteur américain. Et il me dit, putain, mais croissance folle, parce qu'on se voyait genre tous les, je crois, 6 mois, un truc comme ça. Il me fait, c'est incroyable. Il me fait, mais genre, t'as jamais pensé à lever? Enfin, pourquoi tu veux pas lever et tout? Et je dis, en vrai, la seule raison pour laquelle je pourrais lever, c'est pour avoir un article dans TechCrunch. Et là, je rigole. Et il me fait, mais tu sais quoi? Genre, en vrai, tu parles à un fonds, tu leur fais t'envoyer une term sheet et après tu l'envoies à TechCrunch en disant genre voilà pourquoi je vais refuser, machin. Tu l'as eu au final. Et du coup, genre, on se tape une énorme barre. Et en fait, la nuit, tu vois, genre, je me réveille et je fais putain, en vrai, c'est une super idée, tu vois. Et là, je commence à réfléchir et je me dis, ok, comment je peux faire un truc qui apporte de la valeur et à la fois, tu vois, qui montre aussi un petit peu ma vision de l'entrepreneuriat et du bootstrapping. Et donc, le truc, parce qu'il y avait aussi, tu vois, des conditions alternatives, enfin, des conditions annexes, pardon, qui étaient que, globalement, à ce moment-là, enfin, tu vois, je documente, j'ai toujours beaucoup documenté, mais il faut que tu te dises que moi, je reçois environ, genre, aujourd'hui, c'est encore plus, mais à l'époque, je recevais déjà une centaine de messages d'entrepreneurs par semaine pour me demander, tu vois, comment on fait pour lever, si j'investis, machin et tout, tu vois. Wow. Donc ça, tu vois, c'était déjà un des points, tu vois. Donc là, je me dis, ok, ce qu'on va faire, c'est que je vais créer du content autour de la levée de fonds. Donc, je vais interviewer des fondateurs de licorne pour leur demander des conseils. Je vais interviewer des VC pour leur demander des conseils. Et donc, j'avais tout documenté sur ma chaîne YouTube à l'époque, qui était en français et qui a changé. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai fait en français, c'était totalement stupide. Et après, du coup, à ce moment-là, je me suis dit, vas-y, on va game up le truc et on va se dire, j'annonce officiellement que je veux lever 20 millions. Donc là, je fais mon pitch en live avec une VC aux US, machin. Donc, jamais vu, tu vois, ça n'avait jamais été fait auparavant et tout. Et en fait, là, on reçoit une term sheet. Je lui dis à Pascal, je lui fais, écoute Pascal, on va refuser. Est-ce que c'est OK pour toi? Ça va faire un gros coup. L'objectif, c'est de faire de la pierre. Il me dit, mais bien sûr, tu sais pas le nombre de personnes que j'ai eu. J'ai énormément de startups qui me contactent après la vidéo que tu as postée. C'est trop cool. Nous, ça nous fait un pipe de malade. Enfin, elle était genre trop sympa. Et du coup, on avance comme ça. Et là, je reçois de plus en plus de messages, des VC, tu vois, qui étaient à fond, dont un. Et cette fois-ci, il me dit, c'est pas 20 millions, mais c'est 30 millions. Et tu as 15 millions en cash out et 15 millions en cash in. Et du coup, moi, j'étais là, cash out, c'est quoi, tu vois? Et je savais pas ce que c'était, en fait. Et en fait, j'apprends que, globalement, tu as des fonds qui te proposent de te donner de l'argent à toi en perso, tu vois. Et à ce moment-là, je me dis, ah ouais, mais ça change tout, en fait. Parce que moi, j'ai pas besoin de prendre de l'argent, tu vois, pour la boîte. Parce qu'en vrai, la croissance, elle est organique, elle fonctionne bien, on est ultra rentable et j'aime bien avoir une boîte saine comme ça. J'ai pas envie de faire une boîte avec 10 000 personnes. C'est pas mon kiff, tu vois, comme on disait tout à l'heure, vie intentionnelle et tout.
Et par contre, je suis convaincu qu'on peut faire une boîte en hyper croissance avec peu de gens, tu vois. Et donc, du coup, je vois ça et je me dis, bon, bah, j'avais quand même décidé de dire non, donc je dis non. Il y a énormément de retombées médiatiques, etc. Et donc, moi, mon objectif, c'était de pouvoir montrer qu'en gros, tu peux faire 2 types de boîtes différentes, que t'es pas obligé, tu vois, de lever des fonds pour réussir et avoir une croissance. Il faut que tu saches globalement qu'en France, quand tu regardes qui lève des fonds, c'est des gens, tu vois, hommes blancs, qui ont fait des grandes écoles. Tu vois, donc en vrai, ça veut dire que la presse, qui pour moi véhicule le message accessible à tous, donc la presse globalement, c'est ce qui aujourd'hui a le reach le plus grand, tu vois. Enfin, si tu regardes la télé, BFM, machin, ben en fait, c'est ce que les gens peuvent regarder directement depuis chez eux. Et donc en fait, ce qu'on montre, c'est que tous les entrepreneurs sont les mêmes et surtout qu'il faut énormément d'argent pour entreprendre, puisqu'en fait, tu dois lever des millions à des fonds. Donc en gros, moi je me dis, bah oui, peut-être que j'ai la tête du Charles-Henri, machin, mais peu importe. Par contre, je peux montrer aux gens que tu n'as pas besoin d'argent pour en fait faire une boîte rentable. Et moi, à côté de ça, je donne énormément de contenu gratuit pour aider, tu vois. Donc en gros, je me dis, bah, c'est le point, tu vois, que j'ai envie de pousser. Tu vois, moi, j'ai grandi, j'ai fait énormément de sport à la Goutte d'Or. Enfin, tu vois, on va dire que, enfin, mes parents, tu vois, mes grands-parents, ils sont immigrés. Mes parents, ils n'ont pas fait d'études. Les gens, ils peuvent se dire que je viens de bonne famille. Tu vois, c'est pas du tout le cas, quoi. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai la valeur de l'argent, etc. Mais j'ai grandi dans un milieu très mixte, avec une énorme mixité sociale. Et en fait, je sais qu'il y a des gens brillants qui pourraient être d'excellents entrepreneurs, mais en fait, dans leur tête, ils ont cette barrière limitante qui est de dire, en fait, soit il faut lever des fonds pour réussir, soit potentiellement, bah, c'est juste pas pour moi, tu vois. Et en fait, c'est pas accessible. Et en fait, à partir du moment où j'ai réussi, tu vois, pour moi, à montrer que c'était le cas, en fait, il y a eu plein de retombées trop cool. Il y a eu des retombées, évidemment, plein de gens qui comprenaient pas, plein de gens qui disaient refuser une levée de fonds, c'est vraiment con, c'est se foutre de la gueule de tous ceux qui galèrent à essayer de le faire, machin et tout. C'était pas mon point. J'ai compris pourquoi c'était le cas et tu vois, je suis désolé si ça a touché des gens et tout. Mais après, derrière, ben en fait, tu as le club Bootstrap qui s'est créé. Tu as tous les journaux, tu regardes les journalistes, que ce soit Charlie Machin, là, des Échos, qui écrit maintenant à fond sur les bootstrappers, depuis que les fonds, en fait, personne n'arrête d'investir et qu'en fait, on se dit, ah ben en fait, faire une boîte rentable, c'est pas mal. Bah oui, ça t'évite de virer 200 personnes que tu viens recruter. C'est ah vraiment ben la cool. tendance en Non ce mais moment. tu vois, et en fait, tu vois, c'est des trucs, moi j'en parlais quand c'était pas du tout tendance. Enfin, tu vois, il faut que tu te dises en précurseur. bah ouais, c'est ça. Et donc en fait, tout ce qui est arrivé après, bah, c'était juste fou. Et surtout, moi, ça m'a fait découvrir un truc qui était le secondaire. Donc, se dire qu'en fait, tu peux prendre du cash en perso. Et ça, je me suis dit, bah ouais, en fait, tu vois, enfin, il n'y a pas de mal. Ouais, il y a pas de mal à vouloir faire du cash. Moi, j'ai toujours aimé l'argent. J'adore l'argent. Les gens qui disent l'argent fait pas le bonheur, ben en fait, moi, donnez-moi votre argent. Je suis très content de le prendre. Enfin, vraiment. Non, mais sérieux, tu vois, j'ai aucun souci avec ça. En France, les gens, ils ont honte et tout. Mais moi, tu vois, j'ai payé des millions d'euros d'impôts et je suis très content. Et plus je paye d'impôts, plus je gagne de l'argent. Donc, tu sais quoi, enfin, tu peux critiquer les gens qui font de l'argent, mais globalement, c'est ceux qui font tourner le système, tu vois. On crée de l'emploi, on paie tes écoles, on paie tes routes. Enfin, tu vois, genre, il y a un moment où faut redescendre, tu vois, les gens qui sont un peu dans ce truc-là. Et du coup, je me suis dit, bah, feu, j'ai envie de faire un tour genre secondaire à 100%. Et là, j'ai pris 30 millions. Et donc, à ce moment-là, on a pris 30 millions en cash perso. Donc, on était 3 à l'époque, 10 millions chacun. Après, mes fondateurs sont partis. Mais globalement, tu vois, ça m'a permis d'avoir assez d'argent pour me dire, à partir de maintenant, tout ce que je fais, je le fais juste avec le cœur et sans pression financière, tu vois. Et ça, tu vois, ça te met en fait dans un état d'esprit d'abondance qui a rien à voir. La façon dont tu fais les choses, ça a rien à voir. La pression, elle est totalement différente et c'est magnifique, tu vois. Et je souhaite à tout entrepreneur qui monte sa boîte de réussir à récolter les fruits de son travail parce que la plupart des gens sont très attirés par les chiffres qui sont des levées de fonds avec des millions, etc. Il faut savoir que quand tu lèves des sommes qui sont colossales, tes investisseurs ont ce qu'on appelle des clauses de préférence, ce qui veut dire que quand ta boîte est vendue, eux, ils récupèrent à 100% ce qu'ils ont mis au minimum. Donc, on prend un exemple, tu lèves 100 millions, la boîte prend 100 millions et au final, tu n'arrives pas à grossir aussi vite que ce que tu avais prévu, c'est-à-dire 90% des startups qui lèvent. Et ben ensuite, au bout d'un moment, les fonds, ils ont besoin d'un événement de liquidité, c'est-à-dire ils ont besoin de revendre la startup ou qu'elle aille en bourse. Si elle n'a pas grossi, jamais elle ira en bourse. Donc, ils vont la revendre. Ils vont forcer à fond les founders à revendre. Et si la boîte, tu vois, mettons qu'ils avaient mis, tu as levé, je sais pas, allez, tu lèves 50 millions et tu prends 20% de la boîte. La boîte ne grossit pas. Là, il y a quelqu'un qui vient et qui dit, bah, on va la racheter à 50 millions. Les investisseurs vont dire, bah oui, il faut le faire.
bah, en fait, les investisseurs, ils vont récupérer 50 millions et le founder, il aura 0. Et des histoires comme ça, on a l'impression que ça n'existe pas. Moi, j'en ai plein. Et les fonds me diront non, ça arrive pas trop, machin, machin. Moi, j'ai les entrepreneurs, en fait. Et les entrepreneurs, ils m'écrivent, j'ai des entrepreneurs qui m'en parlent. Et c'est ouf, en fait, ça existe. Et après, tu as des clauses aussi où les mecs, ils prennent des multiples. C'est-à-dire qu'ils se disent, moi, je me protège et j'ai investi 50. Ben, en fait, le minimum que je récupère, c'est 50 avec un intérêt composé sur les années, etc. Donc, en vrai de vrai, je trouve que c'est un jeu où les règles ne sont pas assez connues. Et du fait de ce contrôle par les fonds de la presse sur tout ça. Parce que tu vois, c'est pareil, quand j'ai fait du cash out, bah en fait, c'est pas une levée de fonds, c'est du cash out, tu vois. Donc, on a pris du cash en perso. Et au lieu de parler de ça et d'éduquer les gens, parce que c'est ultra important, parce qu'en fait, il faut savoir qu'en France, personne n'avait fait autant de secondaires que moi, tu vois. Ça n'existait pas. Il y avait pas de, personne n'avait documenté, personne n'en avait parlé. Et donc, du coup, moi, j'en ai parlé ultra publiquement. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tu retournes le pouvoir de force. Parce que du coup, maintenant, les entrepreneurs, ils savent que c'est possible parce que Guillaume l'a fait. Et donc, juste après moi, tu as eu au moins une quinzaine d'entrepreneurs qui ont pris des gros cash-out, alors qu'avant, c'était juste impossible. Et tu vois, la journaliste, c'est justement Charlie, je sais plus quoi, Charlie Perrault, ouais, qui a écrit un article dessus. En fait, elle m'a appelé. Je lui ai expliqué que c'était pas une levée de fonds et tout. Elle a écrit levée de fonds. Elle a écrit levée de fonds. Ouais. Et en fait, elle l'a fait exprès. Parce qu'en fait, son objectif à elle, c'est évidemment de faire en sorte de créer de la polémique et tout. Et je lui en veux pas, tu vois. C'est une créatrice de contenu. Elle comprend très bien comment ça fonctionne. Et c'est cool. Après, tu vois, maintenant, elle se met de plus en plus à parler de bootstrapping. Et c'est génial, tu vois, de montrer un peu les deux côtés. Mais du coup, dans la tête des gens, ça a été, en fait, ils ont fait un truc un peu fake et pour dire oui après. Et ça a un petit peu apporté de l'eau au moulin de tous les rageux, tu vois. Mais après, moi, honnêtement, enfin, peu t'importe. En vrai, peu m'importe, tu vois. Genre, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Tu vois, genre, la boîte, elle est valorisée, tu vois, à plus de 150 millions. On a grossi, on a fait plus de x2 entre-temps. On est toujours ultra rentable. On maîtrise notre croissance. J'ai 70% de la boîte, donc je contrôle tout ce qu'on doit faire. Tu vois, j'ai pas de j'ai zéro regret. Et après, si les gens ont envie, tu vois, de me donner des conseils ou de me donner des leçons, en fait, ils peuvent toujours le faire. Mais je pense, dans les faits, que ça changera pas ma perception, tu vois, de ce que j'ai pu faire, tu vois. Non, c'est clair. Et puis ça, c'est un beau message parce que ce que tu dis encore quand tu parlais des fonds, ça c'est la fin, à la limite. Ouais. Même à partir du moment où ils rentrent, en général, ils te lockent sur ton salaire, de ouf. sur 1000 trucs. Et donc, moi, ça me fait. Le salaire, c'est super marrant que tu parles de ça. Parce que moi, j'en ai parlé avec plein d'entrepreneurs, des mecs qui ont levé et des grosses sommes en général. Et beaucoup te disent, mais en fait, tu crois que je gagne grave ma vie? Mais en fait, ils gagnent que dalle, mais vraiment que dalle. Les mecs font pas de cash du tout. Ouais. Et c'est ouf parce que quand tu parles avec des entrepreneurs, moi j'appelle ça primo-entrepreneur à la base, c'est des gens qui commencent, c'est leur premier business, etc. Ça veut pas dire d'ailleurs que c'est pas des business qui vont exploser, mais souvent, en tout cas, c'est le premier. Tous te disent, ouais, je vais aller lever. Et moi, je suis là, ouais, mais en vrai, reste tranquille. Tu vois, genre, parce que c'est pas vraiment forcément la meilleure idée. Tu vois, genre, en général, tu lèves et lever dans des bonnes conditions. Faut avoir un levier sur les gens, sur le fond ou sur les business angels, peu importe, sur tous les fonds en général. Mais sur les fonds, il faut avoir un levier et toi, il faut que tu aies quelque chose en fait qui te permet d'être vraiment au-dessus, tu vois, et de pouvoir un peu dicter tes règles. Et c'est tellement rare aujourd'hui que en vrai, lève pas. Non, mais en plus, surtout, tu vois, je pense qu'il y a plusieurs choses. Pour moi, tu as des boîtes qui nécessitent énormément de R&D, des boîtes dans le B2C qui sont des social platforms, etc. Là, il faut lever fort, vite, et il faut que tu réussisses à convaincre, tu vois, les personnes, tu vois. Par contre, quand tu fais du B2B, où techniquement, à moins, tu vois, qu'il te manque un cofondateur ou un truc comme ça peut arriver, tu vois, avec tes besoins de lever. Dans les faits, tu devrais savoir faire de l'argent tout seul. En fait, si en tant que CEO, tu sais pas closer des deals, pourquoi est-ce que j'aurais envie d'investir mon argent avec toi en fait? Si tu me dis non, en fait je vais recruter, moi je suis plus le leader, machin. Quel leader? En fait, tu es un vendeur quand tu es CEO. Tu vois, genre vraiment, tu vends à ton équipe la vision, tu vends à tes clients un produit ou un service et tu vends à toi-même que tu vas réussir alors que tout le monde te dit que tu vas pas réussir. Non mais c'est vrai. Mais t'es un full vendeur. Enfin, tu vois, genre ma grand-mère quand elle comprend pas ce que je dis je suis vendeur, tu vois. C'est plus simple. Tu vois, genre c'est au moins. Vrai, on sous-estime énormément qu'on passe notre temps à vendre quand on est entrepreneur. Et si on n'aime pas la vente, faut pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Les gens qui fuient ça en général, tu vois, ils vont dire, les gens qui fuient ça, classique, ils vont faire 2 ans de start-up et ils vont dire, ouais, franchement, le recrutement des sales, c'est dur. Hein. Je dis, ouais, mais tu vends, toi?
Bah Ouais, non, ça. mais c'est le taf du sales. Moi, mon taf, c'est la vision. Quelle vision, en fait? Enfin, genre, tu fais pas de cash, la vision, c'est fait du cash, tu vois. Genre, c'est aussi clair. simple que ça. C'est clair. Et je trouve que, et après, tu vois, voilà, hein, il y a évidemment, quand tu lèves et que tu as un levier, tu peux faire beaucoup plus de choses. Moi, tu vois, genre demain, si j'ai envie d'activer des fonds pour lever, la seule raison pour laquelle, tu vois, je pourrais lever, et encore, en vrai, plus tu grossis, plus tu as d'autres leviers, genre la dette. Tu vois, cette année, je pense qu'on va terminer en EBITDA réajusté. On va être genre peut-être à 8-9 millions, tu vois, d'EBITDA, donc c'est quasiment notre profit. Ça veut dire que nous, en fait, en levier à la banque, on peut lever, on peut avoir une dette qui est genre 5 à 7 fois ton EBITDA. Sachant que tu regardes sur les 3 dernières années, on fait toujours en pourcentage d'EBITDA et de croissance, enfin tu vois, c'est très élevé. Pour la banque, c'est facile de tracer un trait. Et donc tu vois, ça veut dire que nous, on peut potentiellement aller choper genre 50 millions de dettes pour faire des acquisitions de boîtes si on a envie. Bon, pas mal. Bah, pourquoi en fait j'irais me casser les couilles avec des fonds qui vont me mettre des conditions genre relou alors que je peux avoir de la dette et potentiellement le jour où je veux revendre la boîte ou faire une IPO, bah en fait avoir de la liquidité, éliminer de la dette, sauf que ta dette en fait tu la valorises genre beaucoup mieux parce que quand tu revends une boîte de logiciels, tu as un multiple sur l'ARR, donc le revenu récurrent annuel, et pas juste sur ton EBITDA ou autre quoi. Ouais. Make sense. Tu te vois faire un IPO? Honnêtement, franchement, vu la paperasse et tout que ça demande, non. Et en plus, moi, j'aime bien. Enfin, tu vois, je suis quelqu'un quand même. Enfin, quand tu fais une IPO, il y a plein de trucs. Tu vois, genre tous les chiffres là, Ouais. je pourrais pas vous les partager. Je serais en mode. Alors, il faut que je vérifie avec mon CFO si. Non, ça me casserait les couilles. Moi, je suis franc parler. Tu vois, quand il y a quelqu'un que j'aime pas, je vais le dire. Enfin, tu vois, j'ai pas envie de. Genre, j'ai pas envie de faire, tu sais, des mous à droite à gauche, juste tortiller des fesses pour rentrer dans une case. Ça me fait pas kiffer, tu vois. Ok. Ouais. Ah, mais je comprends tellement parce que dans le secteur foot, tout le monde fait des levées de fonds. Ouais. Et les gens, ils passent 6 mois. Ah, mais oui, mais Et c'est je un me dis, défocus de malade en plus. Mais moi, j'ai pas le temps de faire Ouais. ça en fait. Enfin, exactement. 6 mois où t'es pas en train de vendre, où t'es épuisé. Du coup, non, j'ai flemme totale de faire ça. Pour le moment, on verra. Je comprends. T'avais d'autres points, Laura? Parce Non, je qu'on crois qu'on on a bien poussé. on a bien dépassé. Ouais. Mais c'était trop cool en tout cas. Ouais, c'est Stylé. cool. beaucoup. Merci beaucoup, Guillaume. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'Empire cette année? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'Empire? Bah, franchement, des candidats de rêve. Si vous avez, on recrute un CMO en ce moment. Ça, c'est notre C'est ça. top profil. Donc, Parfait. si vous connaissez quelqu'un, si vous faites une reco à quelqu'un, genre, et que c'est vraiment bien, on fait des petits cadeaux sympas. Trop bien. Ouais. Allez, un voyage en Afrique du Sud. Avec Guillaume. Trop cool. Merci beaucoup, Guillaume. Avec plaisir. Merci à Merci tous à vous. d'avoir Merci suivi à ce live. tous. Et vous pourrez nous retrouver sur YouTube, c'est important de le dire. Et à très vite. Yes. Merci. Bye. C'est toujours bizarre de dire au revoir.